Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour cette soirée 3 Direct. Donc, je suis Nordvin Hoff, développeur full stack chez SWAT depuis un peu plus d'un an. Ouais. Moi, je suis Cyril Catala. Je suis développeur plutôt orienté Microsoft, un petit peu web quand même, parce que c'est le sujet de la soirée, ça tombe bien. Et ça fait 8 ans que je suis à SWAT. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs en fait. Je fais beaucoup de soucis. Ça. Ça pas de problème. On commence? Allez. Bon, c'est parti. Alors, on va commencer par le petit overview du plan de la soirée. Avec les jolis logos. Hop. Je vais me pousser, sinon on va pas voir. Ouais. Alors, en gros, ce soir, on va voir 5 axes principaux pour faire le tour de tout ce qu'on peut faire avec React. Comment créer des composants React, qui est un peu la base. Comment packager, parce qu'il y a une technique un peu particulière. Comment architecturer son application, ça sera avec Cyril. Comment tester, je reprendrai la parole. Et ensuite, comment développer sur mobile avec React Native, pour ceux qui connaissent. Et ça sera encore une fois avec Cyril. Voilà. Bon, bah, je te laisse tranquille. Hein. Ouais, t'as ton micro. Ouais. Donc, comment créer ces composants? Alors déjà, c'est quoi React? Donc React, c'est une librairie, c'est pas du tout un framework. C'est donc une librairie orientée composants qui pourrait correspondre en fait au V de MVC, parce que c'est vraiment le modèle le plus traditionnel qu'on connaisse. J'ai mis ou VM ou whatever pour VM pour les .NET, whatever pour Angular. Donc c'est vraiment juste la partie vue que ça gérerait. Donc c'est construit avec un virtual DOM, ce que je vais expliquer juste un peu après. La syntaxe qu'on peut utiliser, c'est pas une obligation, c'est ultra recommandé. C'est le JSX. Le JSX, très rapidement, je vous montrerai aussi un petit peu du code après. C'est simplement mettre le HTML dans le JavaScript. Je simplifie vraiment. En gros, on va écrire vraiment des nœuds HTML du DOM dans du JavaScript. Et une petite feature bonus chez React, on peut faire du server-side rendering. Donc tout simplement, c'est le fait de prendre son composant, de pouvoir le rendre entièrement dans un HTML statique côté serveur et ensuite de l'envoyer au client. Donc le virtual DOM, comme je disais, ça passe par toutes ces étapes-là. Donc il y a 4 cases, mais en fait c'est très simple. Hein. Donc j'ai mon composant React que j'écris, qui lui va être compilé et envoyé dans le virtual DOM. Ensuite React lui va faire un diff entre le DOM qu'il a en mémoire, le vrai, et le DOM qui vient d'être mis à jour par le nouveau composant, parce qu'on demande un rendu, et ensuite seulement il va faire le render, et en gros il va optimiser les différences et ne faire le render que sur les éléments qui changent, et non pas un render complet du DOM réel. C'est ça qui fait que c'est très performant en termes de vitesse de rendu. Au niveau des composants, donc comment je les écris, en fait j'ai même pas évoqué le fait qu'on puisse pas faire de l'ES6, parce que faut les écrire vraiment en ES6 ou ES 2015+, que maintenant il y a la norme ES 2016 qui a été tamponnée. Vraiment le but c'est de faire de l'objet. C'est quoi ES6? ECMAScript 6. Ou ECMAScript 2015 pour le nom retenu officiel. Mais dans la doc en fait on trouve encore la notation ES6, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Donc le but c'est de faire une classe qui hérite de React.component, d'implémenter la méthode render, et pouf on a un composant. Alors après, on va gérer tout ce qui est échange de données avec les composants avec un this.props. Donc ça va être les attributs en fait. Il faut imaginer un nœud HTML avec des attributs, ça va correspondre aux props. Et le state, ça va être l'objet interne qui contient les données qu'on veut rendre en fait. Par exemple, les données affichées dans un formulaire ou dans une vue quelconque. Alors là, j'ai listé tous les callbacks qui permettent en fait, donc en plus de la méthode render de tout à l'heure et du fait que ce soit une classe, on peut surcharger tous les callbacks qui sont là pour intervenir en fait à différents moments du cycle de vie du composant. Le composant, on va l'écrire tout ça, il va être instancié, il va être monté dans le DOM, et après il va recevoir des mises à jour. Donc en gros, la mise à jour, c'est quand il y a un appel qui va être déclenché pour re-exécuter la méthode render. Et donc typiquement, si je veux faire un appel d'un web service, ça peut être pas mal de le mettre dans component didMoon, parce que le composant vient d'être monté, je peux faire mon appel, et hop, je peux récupérer le résultat. Bon, en vrai, il ne faut pas le faire, hein, mais ça pourrait être un exemple. Et donc le code, je ne sais pas si vous voyez bien, je ferai un zoom d'ailleurs dans le vrai code. En gros, donc à droite, j'ai fait un Hello World le plus basique du monde. Donc on voit en fait la div, enfin on voit la classe déjà, Hello World, donc qui extend de React Component, la méthode render,
Et le return, si vous regardez bien, en fait, on a du HTML directement. Et j'ai rien qui wrap ça de particulier. Alors en vrai, c'est pas du HTML, c'est des composants React qui wrap les vrais composants HTML par rapport au virtual DOM. Donc en fait, ça s'utilise exactement de la même manière. Hein. On a bien un ID, si j'ai envie de mettre un ID. Donc on a class name au lieu de classe pour le CSS. Le this.props.name, donc ça c'est l'utilisation des props parce que j'ai dit je veux dire hello à quelqu'un. Et le quelqu'un, je veux que ce soit un truc qui vient en paramètre en fait. Du coup, je dis que c'est un props, ce qui va correspondre à un attribut, et c'est ce qu'on voit à gauche en fait tout en bas dans le render. On voit hello world name égale quelque chose, une string. Et donc ce name, c'est le this.props.name quand on est dans le composant hello world. Le composant de droite est contenu dans le composant de gauche, en termes de hiérarchie. Et du coup, React nous permet aussi de faire des petits trucs sympas comme vérifier le type de ce qu'on passe comme données en paramètre à un composant. Typiquement, en fait, comme le but des composants, c'est de créer des librairies. Je ne sais pas si chez vos clients, c'est chiant de toujours refaire, par exemple, un bouton pour se loguer avec login mot de passe. Ça va être tout le temps la même chose dans toutes les applis ou dans tous les écrans. Donc ça pourrait être un petit composant. Et si un développeur qui l'a jamais utilisé, il va venir, si on rajoute des prop types ou même des valeurs par défaut, bah, ça peut être super sympa parce que le mec, s'il ne sait pas trop l'utiliser, bah, hop, il va avoir des warnings. React va parser ça en fait et va afficher des warnings dans la console. Et ça va aider au développement en fait. Donc c'est une très bonne pratique de faire ça. Et surtout, il faut éviter quand on a des props de ne pas les vérifier, au moins en termes de valeurs par défaut et de type. Je ne sais pas si on peut faire d'autres choses, peut-être dans le constructeur, hein, comme c'est une classe, on peut faire des choses en plus dans le constructeur. Voilà, à gauche, donc ça, à gauche, c'est le composant. Du coup, j'ai fait vraiment le modèle le plus simple là. Si vous voyez, il y a du code directement dans les composants. Donc, j'ai pas de classe qui fait spécialement des appels de web service ou rien du tout. Là, le but, c'était, je démarre mon appli, ça appelle un service qui me renvoie une string. Cette string, je veux l'afficher à côté de hello. C'est juste ça. Du coup, j'ai fait un composant qui fait l'appel au web service. Et un composant qui va rendre le hello world en fait. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai utilisé composant d'InMount qui m'a permis de faire l'appel au web service avec une petite promise qui va bien. Voilà. Et puis au passage, j'ai utilisé API Fetch. J'y reviendrai après. Et puis oui, donc dans le constructeur, on peut utiliser des props sous forme de paramètres et puis éventuellement setter une valeur par défaut pour le state. Et ce qui va déclencher le rendu, je sais pas moi, si je dis dans une page, j'ai un bouton, je clique, ça doit mettre à jour un autre bout de ma page avec des bonnes données. En fait, dans le code, on va appeler sur l'événement click la méthode setState, qui est dans le deuxième zen du fetch, si on la voit. Et ça, en fait, ça va dire redéclenche l'exécution de la méthode render du composant et de tous les composants enfants. Voilà ce que je pouvais dire pour les composants. Et ça, c'est la façon d'instancier un composant, le composant, on va dire la racine. Tout simplement, il y a une lib qui s'appelle React DOM. Alors React, c'est la lib à proprement parler pour vraiment créer les composants. React DOM, c'est ce qui permet d'interagir avec le DOM. Et du coup, on a simplement besoin de lui dire, bah, tu vas me rendre tel composant à tel endroit. Et le tel endroit, en fait, c'est un DOM element tout simple. D'où le document.getElement by ID. Ça, je vais l'exécuter après. Hein. Oh, je parle d'un autre truc avant. Hop. Donc avant de passer à l'exécution, forcément, on écrit en ES6, on écrit en ES 2005 et dans le 2015, j'ai utilisé l'API Fetch. Donc je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces concepts-là et ces technos-là. Mais le ES 2015, bon, ça va mieux maintenant, mais en gros, c'est pas du tout natif dans les navigateurs. Hein. Donc si on prend le code tel quel, qu'on le met dans un navigateur, ça fail bien comme il faut. L'API Fetch, elle n'est même pas finie d'être spécifiée. Elle est implémentée, je crois, pas mal dans Chrome et Firefox. Elle n'existe même pas dans IE. Il ne faut même pas essayer de faire ça dans IE. Nativement, je veux dire. Alors je pense que Edge, Fetch, je sais pas. ES 2015, c'est sûr que Edge, ça marche. Mais Fetch, je suis pas sûr. Je sais pas, faudra regarder. Mais du coup, pour que ce soit compatible avec tous les navigateurs, mettons, il y a un client qui dit « Ouais, mais je veux que ce soit compatible avec IE10 », qui lui, fait pas de ES 2015. Et ben, on peut utiliser donc des outils pour packager ça et rendre le code directement exécutable par un navigateur. Donc on va d'abord utiliser Babel. Alors pas directement, mais Babel en fait c'est la solution qui permet de vraiment convertir les toutes nouvelles spécifications, même celles qui sont même pas encore finies, tellement ils implémentent vite,
de convertir n'importe quoi qui est de l'ES 2015+, vers une syntaxe ES 5.1. L'ES 5.1, c'est ce qui est interprété par tous les derniers navigateurs natifs, ça, il n'y a pas de problème. Du coup, leur slogan, c'est forcément Use Next Generation JavaScript Today. Et il y a une URL, à cette URL-là, on peut voir, je ne sais pas si je clique dessus, on va peut-être voir. Selon les versions du standard ECMAScript 6, elle est lourde la page. En fait, on peut voir par moteur d'exécution JavaScript le pourcentage de compliance avec les features. Il ne veut pas s'afficher. Ah voilà. Donc là, j'ai sélectionné le ES 2006 et donc donc là, il y a Babel. Ce que j'expliquais là, il y a tous les autres. Et Edge, justement, celui qu'on parlait, Edge 14, il a 90% de rule compliance. Je ne sais pas ce qu'ils prennent en compte là-dedans. Je crois que la dernière version de Chrome, la 52.98, donc c'est quasiment fini. On peut voir, pour le reste. Le next, c'est ce qui n'est pas encore, défini. C'est super long. Voilà, et tout de suite. Babel est pas mal sur tout ce qui est au-delà de l'ECMAScript 2015. Déjà 45% des features implémentées. C'est pas mal. Donc voilà. Hop. On va revenir un peu en arrière. Donc ça, c'était pour Babel. Webpack, c'est l'outil. Donc Babel, ça convertissait du code. Webpack, ça va être l'outil qui va nous aider à faire un bundle, en fait. Je sais pas, normalement, quand on est en prod, on va pas s'amuser à avoir 50 fichiers JavaScript référencés les uns les autres. On va avoir, en général, tout dans un seul fichier de préférence minifié. Voilà, pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus simple à gérer. Voilà. Et du coup, le but de Webpack, c'est ça. C'est vraiment de prendre un ensemble, donc toutes les classes ES6, les composants React que j'ai montré tout à l'heure par exemple, mais même plus des images statiques, du CSS, du SAS, du LESS, vraiment un peu de tout, d'hétérogène et de modulaire, et d'en créer des fichiers statiques, donc, comme c'est dit, qui sont utilisables en standalone. Du coup, en général, on peut faire plusieurs fichiers de sortie, mais en général, on a plusieurs fichiers d'entrée, un seul fichier de sortie. Pour fonctionner, c'est ce qu'on utilise, donc des loaders et des plugins. Alors pour faire très rapide, les loaders, en gros, ça va être des petits composants qui sont déjà codés, mais qu'on va paramétrer pour dire, bah voilà, je vais avoir un loader qui va justement avec Babel dire, transforme-moi tout cet ensemble de règles-là sur mon code ES6 en ES5. On va avoir des loaders pour le SAS, pour ceux qui font du CSS amélioré, du LESS aussi. Tout ça, il peut passer ça en CSS standard. Tout de manière hétérogène vers un contenu homogène. Et des plugins, typiquement c'est ce que j'ai utilisé pour Fetch. Il fait aussi de la gestion, alors ce que j'ai appelé environnement, c'est même des variables d'environnement. En fait, si on fait un if sur une variable d'environnement avec Webpack, il va dégager le if selon la valeur de la variable au moment de compiler. Ce qui est vachement bien pour faire son code à soi, et ce qui est vachement bien pour optimiser le code rendu à la fin. Et du coup, on peut aussi, vu que c'est modulaire, on peut s'amuser, ou pour les besoins de l'exploit, faire de l'isolation ou de l'exposition de lib. Typiquement, si on fait du React, par exemple, qui se prête vraiment bien à faire des composants dans du legacy, et que à l'exploit, ils ont l'habitude, ou même la chaîne de build, ils ont l'habitude d'avoir les libs d'un côté et le code de l'autre. Et du coup, dans le code que je vais packager avec Webpack, je ne vais pas avoir React, mais je m'attends à l'avoir ailleurs. Donc ça, on peut lui dire, bah non, ça sert à rien de ramener React de ma dépendance de dev. Si je lance un build, je vais pas avoir envie d'avoir et React dans mon bundle et React dans mon header de mon HTML. Du coup, on peut lui dire ça, on peut préciser ce genre de choses. Et du coup, on peut aussi faire l'inverse. On peut embarquer React dans son bundle et l'exposer en tant que variable globale pour le reste de l'application. Des petites features sympas pour aider à développer. Il y a un serveur de live reload qui est vraiment une seule commande, donc Webpack Dev Server. Il suffit de changer à quelques paramètres près la commande Webpack standard avec ça. Et ça sert à un serveur de live reload out of the box en fait. Qui prend en compte même le CSS sans rechargement de page par une WebSocket. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a du source map aussi, c'est-à-dire que comme pour des minifiés, on va avoir des source maps qui permettent de voir le code qu'on a vraiment écrit, sauf que là on va voir le code qu'on a vraiment écrit en ES 2015+. Et on peut mettre des points d'arrêt dedans, ça va marcher. C'est mieux que de faire ça sur du code compilé. Surtout que Webpack il rajoute ces trucs-là lui. Du coup, le clean code à la compilation, ça rejoint le point d'avant.
Et du coup, il y a une fonctionnalité qui n'est pas encore implémentée dans la version 1. Dans la version 2 qui est disponible en bêta, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le tree shaking. Le tree shaking, typiquement, c'est... vous connaissez Lodash ou underscore JS? Globalement, ouais. Si j'utilise Lodash et que j'utilise une fonction de Lodash, aujourd'hui, je suis obligé de me ramener tout Lodash en entier. Ce qui est pas top d'un point de vue perf. Du coup, le tree shaking, ça dit, si je fais un import nommé en ES6, lui, il va savoir qu'on veut que cette fonction dans l'import, et donc il va packager que cette fonction et ses dépendances, et pas le reste. Et ça réduit drastiquement en fait la taille des bundles. Du coup, ça c'est une conf Webpack. Je sais pas si on voit bien. En gros, c'est du code Node.js qui doit faire un module.export d'un objet config. Donc on précise le point d'entrée, tout là-haut. Donc on peut même, j'ai utilisé du code React.js, enfin un pass.resolve, de mon fichier d'entrée. Donc le fichier d'entrée -jsx, c'était celui de tout à l'heure. Donc Webpack, lui, il fait quoi? Il prend le fichier, il le lit, il regarde les instructions import, il va aller voir les fichiers qu'il y a dans l'import, et il refait la même opération. Et il remonte comme ça de branche en branche. Du coup, l'output, pareil, hein, on précise le nom, ce qu'on a envie de bundleiser. Le resolve, c'est une petite facilité d'écriture. Quand on fait des imports, par défaut, on est obligé de préciser les extensions des fichiers qu'on importe, ce qui n'est pas super. Du coup, si on fait du JSX, par exemple, au lieu de faire import de mon composant.jsx, ce sera import de mon composant. C'est juste une petite simplification. Donc après, il y a la conf des fameux loaders avec des petites expressions rationnelles ou régulières, je ne sais plus comment on dit, régulières, pour dire voilà quel type de fichier, sur quelle expression mon nom de fichier je vais appliquer tel loader. Du coup, pour les JSX, là j'ai mis Babel. On aurait pu mettre les JS aussi. Du coup, CSS et CSS pour les styles Elsas, la compilation. Et donc en bas, c'est le petit plugin que j'utilise pour... en fait, c'est un polyfill, comme je disais, Fetch, c'est encore en cours de spécification. Ça, c'est un polyfill qui permet de rendre Fetch compatible jusqu'à IE9. Donc il va en fait vraiment utiliser l'objet XML HTTP request, qu'on essaye de... Justement, Fetch essaye de bazarder. Donc voilà, et après on exporte l'objet tout simplement. Donc on va montrer ça en live, c'est mieux. Donc au niveau du code, si je fais un petit zoom, donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, sauf qu'on le voit en plus gros. Juste un petit truc, le Babel polyfill, c'est un polyfill qui permet... En fait, Babel, il y a l'ensemble de règles qui est parsé de manière statique, et il y a des choses comme les promises qui sont pas où c'est pas possible de faire juste statiquement. Une conversion, il faut qu'il y ait du code intelligent et exécuté pour remplacer par des objets qui existent dans les navigateurs. Le polyfill permet de faire ça en fait. Et si on le précise en premier dans le entry, ça permet de dire tout ce qu'il y a après, ça prend en compte c'est traité par le polyfill en fait. Donc ça c'est bien sympa. Ça c'est pas forcément très pertinent. Si, la ligne de commande Webpack, c'est vraiment que dalle. Donc ça c'est pour packager une fois, ça c'est pour faire du watch, donc forcément, comme on va passer sa vie à packager, c'est bien qu'il y a un trigger qui lance le packaging. Et le monitor, c'est le fameux Webpack Dev Server dont je parlais. Et ici, j'ai juste rajouté une petite option "-p", ce qui est vachement... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment plu dans Webpack, c'est que je sais pas comment on fait pour paramétrer de la minification et je m'en fiche. Ce que je dis, c'est que là, je veux packager pour la prod. Donc je mets "-p et il va le minifier. Il va faire même tout ce qu'il faut. Il va même aller chercher la dépendance node module de prod de React et non pas celle de dev. Parce qu'il y en a deux différentes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a l'exécution. Hop. Si je lance un petit watch. Et mon web service. Donc là on voit watch. Alors WebStorm il a du mal avec la sortie standard de Webpack. Donc il met tout vers la droite. C'est un peu long à packager du coup, mais voilà. Ça veut dire c'est bon, j'ai packagé. Donc il y a 463 modules, les fichiers packagés, voilà ce qu'il y a. Donc le serveur Node.js avait fini il y a bien longtemps. Donc ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais là en gros, initialisation, appel au web service. J'avais initialisé avec un LOU. Et le web service me renvoie world from WS. Donc en fait, React a réactualisé à l'init la valeur. Hop, F12. Donc ça, c'est le code, mais compréhensible pour le développeur. Si on veut voir le code produit, qui est forcément... Donc c'est lui qu'on va référencer, d'ailleurs, c'est bien que j'en parle. Dans le index.html, voilà, c'est ça que je vais référencer. Je ne sais pas si on voit bien. Hop.
Donc je vais simplement référencer un script et la div sur laquelle je vais faire le truc, c'est tout. Donc ça rend du HTML très très clean. Et donc le code, voilà. Donc ça c'est le code produit par Webpack. Donc il y a beaucoup de choses qui gèrent la modularité, les libs sont embarqués, donc ça c'est tous les modules. Donc il y en avait 400 et des brouettes, bref il y en a beaucoup. Hop, et ça c'est le composant. Voilà. Ça c'est le composant qui est compilé en ES5. Donc il n'y a plus de const. Enfin même il va wrapper le this. Parce que pareil, en ES6 en fait la gestion du site du this a complètement changé par rapport à l'ES5. Du coup lui il est obligé de simuler ce fonctionnement là. Donc voilà à peu près ce que ça donne et en fait ça fait beaucoup plus de code qu'on n'a pas écrit. Voilà. On peut du coup minifier tout ça. Le source map, c'est coûteux en performance à la compilation, avec le paramétrage que j'ai mis, donc précisé ici. Il y a plein de méthodes, de modes différents pour choisir si je veux embarquer le source map directement dans le mode JS, si je veux faire du source map sur le fichier qu'on vient de voir là, si je veux avoir les fichiers ES5 découpés. Enfin, il y a vraiment une granularité sur laquelle on peut jouer. Pour développer, moi je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir les sources qu'on a écrites. Voilà, et juste, dernier truc. Il y a une extension React qui permet de faciliter le développement. Donc là en fait, il a analysé le DOM, donc il n'y a rien, hein, clairement. Voilà, mais il y a mon container, il y a mon hello world, et il y a le HTML dedans, et à côté il met le props, éventuellement le state. Je pense que dans container, on va avoir le state, la valeur qu'il a. On peut tracer les modifs. Je sais pas si on les verra là, parce que c'est à l'init. On n'a pas vu, normalement il met un truc bleu, un cadre bleu, enfin bref. Il y a des outils de debug qui existent. Voilà, moi j'ai fait le tour de cette partie-là, je vais laisser la suite à Cyril. On va parler de Flux and de Redux. Donc, le constat aujourd'hui, c'est que dès qu'on veut architecturer une application, le pattern un peu classique qu'on a l'habitude d'appliquer, que ce soit côté serveur ou côté application, c'est MVC, pour modèle View Controller. Pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, on a un contrôleur qui va orchestrer à la fois la vue et qui va récupérer des données qui proviennent d'un modèle, qui va essayer d'orchestrer tout ça pour l'afficher du mieux possible sur la vue, avec des interactions un petit peu dans tous les sens. On a MVVM qui est une évolution d'MVC, qui souvent se base sur du data binding, on le voit beaucoup avec Angular notamment. Pareil, on a des interactions entre le modèle, la vue, et c'est jamais dans un seul sens, on a vraiment des interactions un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est vrai pour tous les patterns, un peu en MV étoile, modèle, vue, puis vous appelez ça comme vous voulez. Le problème de ça, c'est que on arrive avec du code qui est un petit peu souvent éparpillé, avec des références dans un coin qui peut être modifié par d'autres classes, donc ça rend le code un peu moins maintenable. Et typiquement, c'était le problème de Facebook. Alors, ils ont essayé de résoudre un bug, notamment, qui touchait au compteur de notifications non lues. Leur problème, c'était quoi? C'est qu'à chaque fois, c'était incrémenté alors que ça ne devait pas être incrémenté. Ils se sont retrouvés à fixer le bug, à le voir réapparaître comme ça, sans trop savoir pourquoi, et tout ça en boucle en permanence, et ils en avaient vraiment marre. Et dans l'idée, ils se sont dit, bon, on va reprendre un petit peu les fondamentaux, on était un MVC, on va essayer de trouver un pattern beaucoup plus simple pour architecturer notre application. Eux, ils sont toujours plutôt en mode React, donc ils ont essayé d'adapter finalement un pattern qui match avec ce qu'apporte React et ce qu'on vient voir avec Norwind. Le premier pattern qu'ils ont mis en place, et l'actuel, c'est Flux. Je vais en parler très rapidement. Dans l'idée, on va dire 4 grands composants. Les components, c'est ce qu'on va communément appeler la vue. On a des actions de creators, donc on va en fait créer des actions qui vont être dispatchées pour déclencher derrière des modifications dans l'état global de l'application. Donc vous vous rappelez, sur React, on a un état qui est lié à chaque composant au niveau de la vue, et on va essayer justement d'organiser cet état, ce state, au sein de toute l'application. Donc si je reprends par étapes, on a une interaction avec notre vue, mettons un clic pour mettre un produit dans le panier, on va faire simple. Là, on va créer une action en demandant à l'action creator, qui n'est ni plus ni moins comme une petite classe qui va factoriser la création de ces actions, comme des messages, et on va dispatcher cette action. On va dispatcher auprès du dispatcher, donc c'est le rôle, qui est en fait un singleton, et son but c'est quoi? C'est de communiquer avec ce qu'on appelle des stores, qui sont un peu comme des petites bases de données, au sens cache de données, et qui vont stocker justement l'état de l'application.
Donc là, il va falloir configurer le dispatcher pour dire, moi, je suis un store, par exemple, qui gère le panier, et je vais devoir m'abonner au dispatcher pour que dès que j'ai une action qui est dispatchée, bah, je puisse réagir à ce message. OK? Donc je reprends, on a cliqué pour mettre un produit dans le panier, on a créé une action qui correspond grosso modo à l'ID produit et à l'action ajoutée au panier. On donne tout ça au dispatcher, le dispatcher il broadcast ce message à tous les stores qui se sont inscrits auprès de lui. Chacun des stores va mettre à jour son état. Donc là, ça va concerner qu'un seul store, c'est le store qui va gérer l'état du panier. On peut avoir un store par exemple pour la liste des produits, un store pour l'utilisateur qui est connecté. Tout cela, ils vont ignorer le message. Finalement, il n'y a que celui qui gère le panier qui va récupérer le message, qui va faire les actions dont il a besoin pour mettre à jour son state, et qui ensuite va dire à toutes les vues que ça intéresse, « Hey, coucou, j'ai changé mon état, mettez à jour la vue s'il y a besoin. » Le gros intérêt, c'est que là, on voit qu'on a une flèche, on a un flux unidirectionnel. Donc ça suit un petit peu la tendance de React à avoir ce qu'ils appellent le data flow, à savoir… Oui, petite question. Du coup, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'était le store qui allait se déclarer au dispatcher, donc là, il manque une flèche. Ouais. Alors c'est plus au sens configuration en fait. Là, je parle vraiment de la communication au sens action. C'est-à-dire que le message qui insuffle la modification, c'est vraiment l'action, c'est porté par l'action. Et en l'occurrence, ça fait vraiment un cycle comme ça, un flux unidirectionnel. Donc c'est le gros avantage, c'est que du coup, on peut suivre très facilement la donnée, comment elle est modifiée, dans quel sens. Et dès qu'il y a une modification, pour y réagir sur la vue, on passe à chaque fois par un emit change derrière qui va être récupéré. Là, il n'y a pas foncièrement d'API spécifique. Flux, c'est un pattern. Il va être implémenté de différentes manières en fonction du framework que vous utilisez. Justement, ça, on va le voir tout de suite après. C'est aussi une petite contrainte. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, à peu près? Je ne vais pas y passer trop de temps, parce qu'en fait, on va voir qu'on a Redux qui va se baser là-dessus, justement, qui va pousser le concept un petit peu plus loin. Donc là, le constat, c'est que c'est plutôt pas mal. On a un flux unidirectionnel. Ça répondait aux besoins de Facebook. Par contre, ça va être un petit peu compliqué peut-être à mettre en place. Il y a pas mal de configurations, on l'a vu. Il faut à chaque fois dispatcher des actions. Il faut que chaque store s'enregistre auprès du dispatcher. Il faut émettre à chaque fois un changement. Il faut que du coup les vues s'abonnent à ce changement. C'est un peu comme du publish subscribe pour des événements. Donc c'est un peu pénible à configurer. Donc finalement pas mal de config. L'autre problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a une pléthore de frameworks Flux. Et alors là, il y en a juste à foison. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à vraiment sortir du lot jusqu'ici. On commence à sentir où je veux en venir. Et du coup, en soi, ça devient un petit peu un problème parce qu'on a le choix finalement du framework, mais quelque part, on se disperse et on ne sait pas sur lequel s'attarder. On a une petite problématique aussi où finalement la logique des stores va être complètement dépendante de son état. C'est-à-dire que dès qu'on aura une modification, on va impacter le state du store, mais on va rester un petit peu contraint, un petit peu dépendant de ce state finalement. On ne pourra pas en sortir. Du coup, pour les tests unitaires, on va devoir un petit peu faire du bidouillage, concrètement. Et enfin, le dernier point, on va dire notable, c'est qu'il est assez difficile de réhydrater l'état de l'application au sens où, si par exemple on veut si on veut assigner un état particulier, par exemple l'état précis de dire tiens j'ai 2 produits avec tels ID dans mon panier, ça va être un petit peu compliqué dès lors qu'on aura beaucoup de states différents. Donc là c'est plus pour les scénarios typiquement de serveur rendering dont parlait Nordwind, où dès qu'il faut communiquer un état entre notre serveur et notre application, dès qu'on a plein de stores avec toute la configuration qu'il y a derrière, c'est pas vraiment, la tâche n'est pas facilitée en tout cas. C'est pas prévu pour. Parce qu'en l'occurrence, la problématique de Facebook de faire du server rendering, eux ils s'en fichent complètement. Donc c'était pas instigué, on va dire, dans le cœur même du pattern. Du coup, pour répondre à tous ces problèmes, en tout cas en majeure partie, on a Redux. Donc, Redux, à l'origine, c'est un petit framework qui a été fait par un petit bonhomme qui à la base devait faire juste une présentation sur comment faire une espèce d'implémentation du pattern flux avec ce qu'il appelle du time traveling. C'est-à-dire qu'en gros, il a un état de l'application qui va évoluer dans le temps et il veut pouvoir revenir en arrière, comme du undo-redo, pour faire simple. Donc à la base, il a juste fait une présentation là-dessus, puis il a eu plein d'engouement et derrière, il a produit un framework autour de tout ça, autour de tous ces outils. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la définition de Redux, je l'aime bien, elle résume pas mal. C'est un predictable state container. On a un container pour l'état de l'application qui est prédictif. Donc, dès que c'est prédictif, ça veut dire que ça va être potentiellement plus simple, d'une part à tester, à débugger et à développer. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. Ça tient en 3 concepts clés, principalement. Premier point, on l'a vu avec Flux, on a plusieurs stores. Donc ça, on laisse tomber. On va en mettre qu'un seul. Au moins, on s'en met plus. On a un seul store. Du coup, on a un seul store qui va contenir tout l'état de l'application.
Donc, je vous disais, par exemple, pour un panier, on a l'état du panier, on a la liste des produits, on a l'utilisateur qui est connecté. Bah, plutôt que d'avoir plein d'objets comme ça qui sont séparés, là, on va avoir une seule arborescence finalement d'objets qui va représenter l'état de l'application. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième, c'est que l'état devra être immutable. C'est-à-dire que dès qu'on va modifier, enfin, par définition, on ne va pas le modifier directement, à minima, dès qu'on va vouloir le faire muter, on va faire une copie systématiquement. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Là, on peut sentir, enfin, il y a ce point-là déjà, et puis surtout, on va le muter uniquement à partir d'actions. Ce qu'on a vu tout à l'heure, chaque fois qu'on veut modifier notre état, notre state, on va le faire forcément à partir d'une action qui a été dispatchée. Ça évite typiquement d'avoir des références qui se baladent un petit peu partout. Si vous avez déjà fait du MVC, du MVVM, typiquement dans Vue Model, vous avez un objet qui a une référence sur je sais pas, un produit par exemple. Vous modifiez le produit dans un autre objet qui a aussi une référence sur le même objet. Donc en mémoire, c'est exactement le même objet, sauf que vous le modifiez à un endroit avec un effet de bord qui est plutôt indésirable. En tout cas, vous ne l'avez pas forcément prévu. Des fois, ça va être voulu, des fois, ça ne le sera pas. Là, à minima, on verra que ça évite ces effets de bord. Et justement, en parlant d'effets de bord, troisième point fondamental, c'est que tout changement de l'état doit se faire au travers d'une fonction pure. Alors, une fonction pure, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qui, pour un paramètre donné, donnera toujours le même résultat. Donc, pour un paramètre en entrée, on a exactement à chaque fois la même sortie. Donc ça, à tester, c'est une merveille. Il n'y a pas besoin de moquer quoi que ce soit. On peut l'isoler complètement l'application. C'est super. Du coup, on simplifie énormément le développement. Après, il y a d'autres problématiques. On essaiera de voir ça à travers la démo tout à l'heure. À minima, là, on simplifie au moins les tests et la logique applicative. Plutôt pas mal. Tout ça, c'est bonus. Au final, tout ça, c'est pas pour nous embêter, c'est aussi pour simplifier énormément le pattern. Donc c'est basé sur Flux, mais ça le tord un petit peu dans tous les sens aussi. Et surtout, ça va nous simplifier la vie pour tout ce qui est testing. Donc, pour rappel, ça c'est Flux. Okay, donc on a toujours un flux unidirectionnel avec des composants, des action creators, un dispatcher unique et plusieurs stores. Ouais. Et maintenant, on a Redux qui a plusieurs composants, plusieurs action creators, un seul store et ce qu'on appelle des reducers, un ou plusieurs reducers. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On reprend le schéma de tout à l'heure. On a un clic, encore une fois, sur notre produit qu'on va mettre dans le panier. Ça, c'est l'interaction de la vue. La vue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, j'ai une interaction, je veux modifier l'état de mon application. Du coup, je vais dispatcher une action. Parce que là, tout va bien. Donc, je passe pour ça par l'action creator. On verra tout de suite après un petit bout de code, ça permettra de figer un petit peu les idées. En dispatch action, en fait, là, on passe plus par un dispatcher, on passe directement par le store. Je rappelle qu'il est unique. Donc là, on retrouve un peu cette unicité du dispatcher qu'on avait sur Flux, mais au sein du store. On mutualise tout ça. Le store, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, concrètement, c'est pas lui qui va modifier directement le state, il va déléguer ça à ce qu'on appelle le reducer. Le reducer, il prend en entrée, en fait, c'est tout simplement une méthode qui va prendre en entrée l'état courant, on peut appeler ça l'état précédent, l'action qu'on vient d'envoyer, et en sortie, on aura un nouvel état. Alors attention, là, on reprend, vous vous souvenez des trois principes fondamentaux, je vais les rabâcher tout à l'heure aussi, je le redis encore maintenant. Le reducer sera une pure function, et ne va pas modifier l'état qui est donné en paramètre. D'accord? Donc si on a un objet preview state, on ne va jamais le modifier dans le reducer. On va systématiquement renvoyer un nouvel objet qu'on va reconstruire à la main. C'est pour ça qu'il y a des petites méthodes en ES6 notamment qui permettent de faciliter la vie. Et le dernier point, il va falloir connecter cet état aux vues. Alors, il faut trouver un moyen finalement de dire, donc le fameux emit change qu'on a vu tout à l'heure, là on a un état qui a été modifié. Donc quelque part il faut connecter ce changement, il faut essayer de notifier au maximum la vue pour qu'elle se modifie derrière. Premier point que je vous ai présenté, l'action creator. Donc ça c'est tout simple, c'est tout simplement une méthode qui va envoyer un objet qui représente une modification, une mutation du state. Ouais. Donc là, function add to do. J'aurais pu prendre le même exemple du panier, mais comme ça je vous embrouille. Add to do, on va faire une petite to-do list, on envoie du texte et on renvoie un objet. Alors souvent, on va mettre une propriété type qui va permettre d'identifier de manière unique l'action qu'on veut dispatcher. Et derrière, on peut mettre autant de paramètres qu'on souhaite et dont on a besoin. Le reducer, je me répète, fonction pure qui ne modifie pas le state. Pour ne pas modifier le state, on a on va dire, pas mal de moyens à disposition. Il y en a deux notamment qui sont fournis par ES6. Donc la première ligne, vous voyez, on a une méthode, un peu simplifiée, qui prend un paramètre de state et une action, et qui renvoie un nouvel objet
avec ce qu'on appelle ici le spread operator. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Pas beaucoup, donc je vais le présenter. Je montrerai peut-être plus en démo de quoi il retourne, ce sera peut-être un peu plus simple. Dans l'idée, dites-vous que ça va faire une copie de l'objet, et en l'occurrence, monObj va être inclus dans cette copie. Donc si on avait déjà un attribut à l'intérieur qui avait la clé monObj, elle sera automatiquement écrasée. En fait, on va avoir une fusion des objets. Deuxième méthode, ça va être avec ObjectAssign, qui est une deuxième API aussi qui a été introduite avec OS 6, qui est assez pratique. Donc c'est une signature qui est un petit peu barbare comme ça. À l'utilisation, une fois qu'on a l'habitude, c'est assez simple. Pareil, on va faire de la copie d'objet. Derrière, on va injecter le nouvel objet qu'on a spécifié. La dernière ligne, elle est un peu particulière. Là, j'utilise une lib qui s'appelle immutable.js, qui est portée par Facebook, qui a l'avantage d'avoir une API relativement simple qui permet de faire tout le boulot qu'on a fait là préalablement avec quelque chose peut-être un peu plus simple, en tout cas dans la compréhension. Et le reducer, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? C'est une méthode, une ou plusieurs, on peut en mettre plusieurs, des reducers dans une application, ce qui arrivera assez fréquemment, parce qu'une application qui se réduit à une méthode qui permet de muter l'état, ça va être un peu compliqué à maintenir. Previous state, action, donne nouveau state. En l'occurrence, donc là on a juste une fonction qui prend tout ça en paramètres, et en fonction du type d'action, vous vous souvenez, un petit attribut qui identifie de manière unique l'action, on va faire l'action qui correspond à la mutation du state. En l'occurrence, la mutation du state, c'est quoi? On reprend notre objet state qui était passé en paramètre. Donc j'insiste, là, on va bien le copier, cet objet. On ne va jamais le réutiliser, on ne va pas le modifier. Et on le retourne avec deux nouvelles propriétés, text et completed. À noter, tout en bas, je vous le remets juste, si par contre on ne veut pas traiter l'action, on retourne automatiquement le state par contre qui était en entrée. Donc je ne l'ai pas touché, je fais juste un passe-plat en fait. Je veux juste renvoyer ce fameux state. Le store, donc je vous le disais, c'est lui qui contient l'état de l'application. Jusqu'ici, je ne vous ai pas montré spécialement d'API, alors à part les petites spécificités ES6 et Immutable.js, jusqu'ici, je ne vous ai pas encore montré d'API de Redux. Elles sont là en fait. On a la première action, ça va être de créer un store. Le store, il va prendre un paramètre en reducer. D'accord? Donc la méthode qui va modifier le state. On a à disposition une petite méthode subscribe pour s'abonner aux modifications du state. Et derrière, pourquoi pas aller lire le state. Donc subscribe, get state. Tout ce que j'ai mis en violet, en gros, c'est les API, enfin violet gras, c'est les API de Redux. Et enfin, on peut faire un store dispatch pour broadcaster le message, et du coup, qui soit après traité par les différents reducers. Voilà, on va rajouter par exemple un to-do, publier les slides et conquérir le monde. Au hasard. Dernier point qui reste, dans le graphe qu'on avait vu tout à l'heure, c'est comment on va connecter ce store à une application React, en particulier. Je ne l'ai pas précisé, Redux, ce n'est pas un framework qui est spécifiquement pour React. Au contraire, il est complètement agnostique. On peut l'utiliser côté serveur, on peut l'utiliser avec l'Angular. Vous avez pas mal d'articles sur le web qui en parlent, justement. Là, du coup, je vais traiter le cas spécifiquement à React. C'est le thème de la soirée, ça tombe bien. Avant ça, je vais essayer de vous présenter assez rapidement deux concepts qui émergent avec ce principe de connexion. On a deux types de components. Quand on va créer un composant avec React et Redux, raisonnablement, on va avoir deux types de composants. Ce qu'on appelle les presentational et les containers. Le but de chacun est un peu différent, du coup, la connexion ne se fera pas de la même manière, ou pas du tout. Presentational, c'est en gros des composants qui sont réutilisables, qui sont très bêtes, qui sont là juste pour l'apparence. En général, on va leur appliquer, on va mettre notre div, nos labels, tout ce dont on a besoin, on va appliquer des styles. Et concrètement, leur but, ça va être surtout de l'UI pur. On va essayer de le réutiliser au maximum et qu'il soit le plus stupide possible. On n'aura pas de logique, à part des choses vraiment très basiques. Son but, c'est d'être réutilisé le plus possible. Alors que le container, lui, au contraire, il va essayer de wrapper ces composants un peu stupides et réutilisables et de leur injecter les propriétés dont ils ont besoin, en se connectant au state du store. Du coup, le presentational, en fait, il est complètement agnostique. Son but, c'est d'être réutilisable. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de connexion avec Redux. Donc on va voir qu'on n'utilisera jamais à l'intérieur des API de Redux. Alors que le container, lui, il va se connecter à Redux, donc directement connecté avec Redux. Le presentational, pour y passer des paramètres, on va le faire au travers des props, donc des propriétés du composant React. Alors que le container, on va directement se connecter au store. Pour, pareil, faire des appels, des actions, des choses comme ça, on ne va pas, encore une fois, dans le presentational appeler Redux, on va passer par des callbacks qui passent par les props. Vous l'aurez compris, en gros, presentational, on passe dans les props tous les attributs, toutes les propriétés, tous les objets dont on a besoin.
alors que le container, lui, il va en hériter, il va les récupérer du store ou pour les actions de l'action creator. Et raisonnablement, les presentational components, ça va être plutôt créé à la main, on verra. Alors que les containers, finalement, ce sera plutôt des espèces de wrappers qu'on créera grâce à Redux. Ça paraît abstrait encore, c'est normal. Petit bout de code d'abord pour figer les idées. Concrètement, j'ai un composant qui s'appelle monComponents. Je vais avoir besoin de 2 méthodes. Donc là, j'ai la méthode connect. Il y a une première méthode qui s'appelle mapStateToProps et une deuxième qui s'appelle mapDispatchToProps. Le rôle de la première, c'est de prendre l'état global de l'application, c'est une espèce de grosse grappe d'objets, et de spécifiquement filtrer l'état dont j'ai besoin pour là spécifiquement mon component. Donc on va filtrer. Donc là, vous voyez mapStateToProps, je récupère l'état global de l'application et je dis j'ai juste besoin du texte en fait, qui est la propriété state.name. C'est tout. Du coup, automatiquement, lui, en fait, il va me renvoyer un nouveau composant. Quand je fais un connect comme ça, en wrappant mon component, en fait, je ne renvoie pas mon component, je renvoie un wrapper, un conteneur autour de mon component. Et le mapDispatchToProps, de la même manière, on va y passer un paramètre en dispatch et lui, il va renvoyer plutôt les actions qui seront injectées dans le composant au travers des props. Donc là, en fait, on vient de faire une connexion entre mon composant et l'état de l'application et potentiellement la liste des actions dont j'aurai besoin au sein de ce composant. Enfin, Redux, c'est pas que ça, c'est pas juste un pattern architectural, c'est aussi pas mal de petits outillages pour les développeurs. On en a parlé tout à l'heure, le hot reloading, donc ça facilite énormément le travail pour faire du hot reload. Donc c'est pas comme alors il y a le live reload, qui est en gros, dès que vous modifiez un fichier JavaScript, HTML, peu importe, vous avez un petit watcher qui va écouter en fait, qui va regarder les modifications de vos fichiers, et dès que vous faites un save, ça va recharger la page automatiquement, la page entière. Alors potentiellement on perd les modifications qu'on avait fait sur la page. C'est un petit peu contraignant. Le hot reload, au contraire, il va uniquement modifier le code que vous avez modifié. Mais vraiment la portion de code. Il ne va pas faire de refresh de la page. C'est la grosse différence entre live reload, hot reload. Donc le hot reload est apporté en partie par Webpack et facilité largement par Redux. Pareil, on va le voir tout à l'heure. Donc tout ça, ça facilite le debug et le rendu serveur. Il y a pas mal d'articles aussi qui traînent sur Internet. On en verra un à la fin. Je vais vous faire une petite démo, rapidement. Très rapidement. Alors j'ai repris en fait un petit bout de code que j'ai un peu adapté à ma sauce pour montrer Redux, comment on peut l'implémenter. Donc là, typiquement, c'est une petite appli pour faire des dessins, pour révéler l'âme d'artiste que vous avez en vous. Donc clairement, je ne suis pas un artiste. Dans l'idée, on a quoi? On a une grille 10 par 10 par défaut, on peut l'agrandir, on peut la faire diminuer, et on peut du coup cliquer sur une espèce de pixels et les allumer comme ça, comme on veut, pour faire des petits dessins. Relativement simple, par aspect. Alors, on remarque déjà un petit truc à droite. Vous voyez là, au fur et à mesure de mes clics, en fait, il s'est passé pas mal de choses. Là, on a un outil de dev qui est fourni avec Redux, qui permet tout simplement de lister toutes les actions qui ont été impliquées par mes différentes interactions avec l'application. Moi, au début, je fais un toggle pixel, c'est vrai que j'avais éclairé ou éteint un pixel. Je l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, vous voyez, en fait, on voit les paramètres de l'action ici. Donc là, je donne les coordonnées de mon action. Je dis, à cette position, je veux faire un toggle de mon pixel. Et derrière, on a le state avec potentiellement son nouvel état ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'un tableau, hein, avec des 0, des 1, pour savoir si j'éclaire ou pas mon pixel. Jusqu'à là, c'est plutôt simple. Donc j'ai mon toggle pixel, j'en ai fait beaucoup. Après, j'ai mon set board size. Donc ça, c'est quand je vais modifier ici les valeurs de la taille de mon board. Pareil. Facile, les actions, finalement, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et à chaque fois, on voit l'impact que ça a donné sur mon state, qui ici n'est pas très gros. Sur une grosse application, ça peut être un peu plus volumineux, un peu plus pénible. Dans ce cas-là, on fera plutôt appel à la console, potentiellement. Ouais, cool. Alors, je n'ai pas relancé mon... Là, vous voyez. Sur la même manière, en fait, je récupère mon objet, mon next state. C'est exactement la même donnée, finalement, qui est récupérée ici. Donc ça, c'est les logs, en fait, que moi, j'ai activés dans l'application. On le verra tout à l'heure. Alors, ce qui est génial, vous vous souvenez que je vous parlais de time traveling. Là, on va voyager dans le temps ensemble. Ça va être incroyable. Alors, vous voyez, par exemple, à la fin, j'ai cliqué sur tout plein de pixels. Donc là, par exemple, si je clique sur l'action que j'avais accomplie, en fait, là, ça me fait un undo. Ce qui est génial, c'est que je peux aller même au tout début, ici, et faire un undo. Vous voyez le pixel qui s'éteint? Hop, ici aussi. Là, en fait, on peut agir sur toutes les actions qui sont déroulées au fur et à mesure de mon application
et du coup complètement la paramétrer, revenir en arrière. Je peux ici faire un commit, ce qui fait qu'à partir de maintenant, si je veux revenir à cet état précisément, je peux y revenir très simplement. Alors là, j'appuie sur... j'essaie de faire plein d'actions pour que ça se voit bien. Je fais un revert, et là, pouf, il revient à l'état que j'avais committé. Donc là, autant dire que ça devient à peu près génial dès que vous voulez tester une application. Je rappelle, on peut avoir du hot reload aussi. Par exemple, je vais essayer de vous faire une petite démo rapide. Mon pixel, on va dire que j'ai mis un superbe vert. On va le mettre plutôt en... Je sais pas. On va le mettre en... une couleur bien moche. Et ça marche pas parce que j'ai oublié de le lancer. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Je vous montrerai tout à l'heure quand il retourne. Donc là, en fait, j'ai besoin de démarrer mon Webpack avec un petit dev server qui, comme je vous disais, ouvre un WebSocket en fait, qui regarde tous les fichiers, toutes les modifications, et qui va à chaque fois modifier toutes les portions de code que potentiellement j'ai modifiées dans le code. Donc lui, on va le laisser tourner tranquillement. Donc là, c'est toujours vert. On va juste faire un reload. Donc là, on est bien en rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un undo pour venir en vert. Et ça marche. Oui, avec une petite latence, j'ai eu peur. Donc dans l'idée, on peut faire vraiment pas mal de modifications. Ça a un impact sur le code, il faut le prévoir. En général, ça c'est quelque chose qu'on active plutôt en debug. On peut le voir tout de suite. On va repasser assez rapidement, il y a pas mal de choses. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc ça c'est mon point d'entrée de mon application. Là je fais tous mes imports. On va passer rapidement. J'ai mon state initial. Donc au début je dis je veux 10 lignes, 10 colonnes et un petit smiley. OK. Ici, on va aller voir, ici, en fait, je configure mon store. Ça, c'est moi qui l'ai configuré, il y a une classe à part. Je vous montre ici. Pareil, je fais les imports qui vont bien. Ce qu'on va retenir, c'est que ici, j'instancie ce qu'on appelle un middleware. Je ne veux pas trop m'étendre dessus. Le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire, quand je dispatche une action, potentiellement, je veux faire quelque chose, un traitement, avant que l'action soit dispatchée. Ou du moins, avant que l'action soit traitée par le reducer, potentiellement, après qu'elle ait été traitée. Ça peut être du log. Ça peut être, par exemple, des appels asynchrones. C'est un moyen, typiquement, de faire des appels asynchrones. On peut faire à peu près tous les traitements qu'on veut. Et là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je crée un answer, je fais de la composition, en appliquant ici un middleware qui s'appelle logger, ce qui m'a permis d'avoir les traces qu'on a vues tout à l'heure dans la console. Et derrière, ce que je rajoute aussi à côté, c'est DevTools. C'est le petit panel qu'on voyait à droite, qu'on voit toujours, qui est là. Donc ça, en fait, c'est pas magique. Il faut le configurer, il faut le rajouter à notre store pour qu'il ait conscience, en fait, qu'il faut qu'il active les DevTools. Donc, je vous le refais, hein. Ça vient de la lib Redux, logger, ici. Create store, ça vient de Redux directement. Ça, c'est des API assez classiques. Qu'est-ce que je passe? Je passe mon reducer, l'état initial, et du coup, les petits announcers que je vous ai montré tout à l'heure. Et derrière, une petite ligne de conf ici. Si on veut faire du hot reload, on est obligé de rajouter un petit peu de config pour dire, dès que je fais une modification sur mon reducer, reload-moi le bout d'application qui correspond. Donc il y a un petit bout de code à prévoir. C'est pas magique, malheureusement. Donc ça c'est pour le store. Une fois qu'on a récupéré le store, ici, donc classique ça en React, on récupère notre petite node sur laquelle on va injecter finalement nos composants React. Là, l'app container, ce qu'on retiendra juste, c'est ce qui permet d'afficher le panel qu'on a vu à droite, ici. Provider, en fait, c'est là où on va injecter le store dans notre application. Ça, c'est un wrapper. Ça, c'est les standards, je ne vous l'ai pas montré jusqu'ici. Ça, c'est standard, c'est la configuration Redux. C'est pour être sûr de pouvoir faire les connects un peu plus tard, pour à chaque fois connecter l'état de l'application avec chacun de nos composants. Et derrière, tout simplement, un div avec notre application et le DevTool qui est juste à sa droite. Donc justement, dans l'application, alors c'est très simple. Alors, bon, je vous montre très rapidement, c'est juste pour voir aussi un petit peu la syntaxe un peu réduite. Vous avez vu avec Nordwin, quand vous déclarez un composant, il y a mille et une manières de le faire. Vous pouvez faire un rect.createClass, vous pouvez faire avec des classes, en faisant un extends component. Et vous pouvez le faire de cette manière-là, en fait, en renvoyant juste une méthode qui renvoie directement on va dire du JSX. Ici, en fait, c'est le cas. Hein. C'est là, concrètement, j'ai juste une variable qui renvoie ici mon UI. Donc ça, directement, ça peut être considéré comme un composant. C'est une manière réduite de déclarer un composant. C'est comme si je l'écrivais finalement, enfin, je peux vous l'écrire rapide. Je peux faire un export d'IFO class, par exemple, de mon app, qui extends component. Component, je ne l'ai pas déclaré, mais c'est pas grave. Et derrière, j'ai mon render, qui fait un return de div, peu importe. Ouais, donc ça, c'est complètement équivalent. On voit que là, c'est un peu plus verbeux, il faut déclarer les choses, c'est...
Alors là, je suis plutôt dans... Ouais, alors en l'occurrence, là où on va le dissocier, c'est qu'ici, on voit, il n'y a pas de connect spécifiquement. C'est pour ça que je vous ai montré la différence entre representational et container, parce que là, on n'a pas de connexion au state. Le dénominateur, ça va être vraiment ça. Là, en l'occurrence, mon composant, clairement, il est stupide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique à part la méthode render. Et on voit que même dans la méthode render, ici, j'ai absolument aucun traitement, si ce n'est de lui, en fait. Là, tu l'auras pas, en fait. On va le voir après. Tac. Typiquement, ici, mon board, alors je vais montrer d'abord le set size. Vous vous rappelez, hein, ici, le petit encart là, qui permet de gérer le nombre de lignes de colonnes, c'est ça. Alors je vais essayer d'y aller un peu doucement là, ici. Donc là, je définis ici mon component, avec la syntaxe que je viens de vous montrer. Pareil là, un autre raccourci qui est assez sympa, parce que vous voyez ici là, ça c'est pareil, c'est de la décomposition en fait des paramètres qui sont passés à un argument de mon component. Alors je vais en perdre plein, j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Si vous pouvez le retenir. En gros, c'est équivaut exactement à écrire ça. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Je suis un bon développeur feignant, donc, etc. Dans l'idée, en fait, ici, en principe, on me donne un state, potentiellement un dispatch. Ça, c'est ce qui m'est injecté par Redux. Thisprops, c'est ce qui provient du fait que je suis un composant React. En fait, là, React, il va m'injecter directement en fait, les propriétés dans mes props, et je peux les obtenir de cette manière-là. Le simple fait de l'écrire, alors je vais plutôt, hop, le simple fait de l'écrire de cette manière-là, en fait, j'aurais dû l'écrire aussi comme ça, tac. Donc ça permet typiquement d'aller chercher chacun des paramètres, à chaque fois en faisant thisprops.rows, thisprops.columns, thisprops.actions. Là, en fait, on va récupérer directement les propriétés finalement de notre objet. C'est dans le cas où on ne veut pas les renommer, typiquement. Là, par exemple, dans ce cas-là, je peux l'appeler, j'en sais rien, width. C'est pas le cas, c'est height, mais c'est pas grave. Là, je suis dans une classe en fait, au sens ES6. Donc, je suis bien dans ma classe, je suis sur set size. Donc, c'est mon component en fait. Là, je suis dans mon component. Donc set size, c'est une fonction de la classe aussi. Je vais refaire. Ça équivaut ça en fait à... C'est comme si j'avais appelé une classe tout simplement. Je suis pas sûr qu'il y ait... En ES6, ton 10, il sera pas validé. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est un mauvais exemple. Bien vu. Bon, c'est surtout pour voir la syntaxe. Ouais. Bon, typiquement, de toute façon, dans ces cas-là, c'est quand on n'a pas besoin d'accéder à ES10, on va plutôt ici le faire par déconstruction, directement en paramètres. En fait, ouais, c'est ça, j'ai fait à l'envers. En fait, je voulais d'abord vous montrer celui-là. Tant pour moi. Donc là, typiquement, on a la syntaxe un peu plus classique, un export class avec l'extend de component. Donc c'est explicite, mais c'est moins compact. Donc c'est bien pour, typiquement, pour vous montrer. Et là, en fait, je l'avais fait déjà. Ici, le thisprops, je fais de la déconstruction sur props. Là, je peux bien faire un 10. Et donc là, je suis dans mon board. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est ici, le connect. Là, en fait, on n'exporte pas directement notre composant. On n'exporte pas directement notre composant. On va exporter via la méthode connect qui est fournie par Redux. Ouais. Donc, je rappelle, dans cette méthode connect, ce qu'on va dire, en fait, c'est on prend l'état global de l'application et on filtre sur cet état pour prendre que ce dont on a besoin. Là, en l'occurrence, j'ai besoin de tout, donc je renvoie tout. State, flash state. Et là, ici, on va donner les méthodes qui permettent de faire du dispatch d'action derrière, que je vais utiliser encore une fois dans mon component. Donc là, pareil, je vais utiliser que toggle pixel qui provient de mes actions. Ouais. Je peux montrer vite fait les actions, ça n'a pas trop d'intérêt, mais dans l'idée, c'est ça. C'est ni plus ni moins que des méthodes qui renvoient à chaque fois des objets assez légers qui représentent mon message pour muter le state. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir, si ce n'est le reducer. Encore une fois, reducer qui prend en entrée le previous state et l'action qui a été dispatchée et qui fait du switch sur le type d'action pour modifier le state en conséquence. Ouais. Donc je vous passe l'algo derrière, c'est pas forcément génial, si ce n'est que ici, encore une fois, on fait une copie de notre state, jamais on le renvoie modifié. Toggle pixel, c'est une action qui est... Enfin, c'est une représentation de l'action dans l'interlocuteur. Alors, c'est défini ici.
Ça, c'est mon action creator, qui est plus ou moins comme un fichier en gros qui définit des méthodes qui renvoient à chaque fois des actions, qui sont des objets. Donc là, en fait, le paramètre sur lequel je switch, c'est le type. Ce que je disais, en fait, c'est un ID en gros qui identifie de manière unique mes types, mes actions, pardon, qui permet justement de faire le switch dessus très facilement dans mon reducer. Ok. Hop, back to the slides. Ah, c'est cool. C'est bon? Yes. Du coup, pour aller plus loin, là j'ai passé très rapidement, les concepts ne sont pas forcément faciles à assimiler là comme ça. Il y a la notion d'immutabilité qui est très importante dans Redux pour se faire aider. Donc, je vous l'ai montré, hein, au niveau de la syntaxe, il y a le choix. Personnellement, j'aime bien Immutable.js, après c'est à votre discrétion, vous faites ce que vous voulez, pas de problème. En tout cas, l'API d'Immutable est assez sympa. Si vous voulez faire des appels asynchrones, vous posez sûrement la question. Pour ça, pareil, il y a des petites libs qui existent en fonction des préférences, en fonction des scénarios. Vous avez Redux Thunk, Redux Saga. Je vous mettrai le lien de toute façon vers la doc qui en parle énormément, qui explique les choses très très bien. Pareil, je ne l'ai pas montré, là il n'y avait qu'un seul reducer, mais on peut faire de la composition de reducer, évidemment. C'est quand même plus simple pour gérer quand on a beaucoup de modifications sur notre site dans notre application. Et enfin, il y a la notion de middleware que j'ai abordée très rapidement, mais on retiendra encore une fois, on peut interagir au moment avant de modifier le state et au moment après avoir modifié le state. Donc ça c'est pour avoir un petit peu plus de flexibilité. Je vous mets le slide, de toute façon on mettra les slides à dispo après la conférence, il n'y a pas de souci. En gros, site officiel, Code Cartoon, qui est un super site, qui décrit en fait des patterns, donc ce que je viens de faire ce soir, sous forme de cartoon. Donc c'est super bien écrit, super bien dessiné, c'est assez fun. Et ça permettra d'enfoncer le coup, si besoin. Getting Started with Redux, pareil, c'est toute une pléthore de vidéos qui sont complètement gratuites, qui ont été faites par le créateur de Redux. Qui sont intéressantes à voir du coup si vous voulez mettre les pieds dans le plat. Et enfin, pour vous prouver encore une fois qu'on peut faire l'Angular 2 avec Redux, il y a un lien sur un article qui en parle, plutôt bien, qui implémente en plus avec Immutable.js. Ça tombe bien. Voilà. S'il y en a qui veulent prendre des photos éventuellement, c'est bon. De toute façon, on vous finira les slides. Je vous remercie. Donc, comme promis au début, le but là, c'est de présenter un peu comment on va tester dans un monde React. Je vais surtout me focaliser sur les composants. Parce que au final, le reste, si surtout on utilise Redux ou Flux ou des choses comme ça, ça reste, on finit par tester les fonctions JavaScript. En revanche, quand on veut tester vraiment des comportements IHM, il y a des petites spécificités que je vais présenter là. Donc déjà, si on va sur le site de React et qu'on teste et qu'on tape faire du test unitaire, il y a une solution officielle qui s'appelle Jest, qui est faite par Facebook aussi. Donc qui est pas mal, c'est une surcouche à Jasmine, mais qui permet d'exécuter les tests sans navigateur. C'est plutôt cool, surtout quand on veut faire de l'intégration et du déploiement continu. Et qui vient avec un gros principe, c'est de moquer automatiquement toutes les dépendances. Et quand je dis toutes les dépendances, c'est que si on fait pas gaffe, même ce qu'on veut tester, ce sera moqué. Donc il faut vraiment faire attention. Du coup, ça fonctionne jusqu'à très peu. Fonctionne de pair avec les React Add-on Test Utils. Donc les React Add-on Test Utils, en fait, c'est une lib qui permet de manipuler des composants React dans des tests en dehors d'un DOM. Typiquement, c'est avec Jest, c'était au tout début. Je vais présenter une alternative qui est bien meilleure parce que franchement, je vais montrer du code avec les React Add-on Test Utils. On prend vite très peur. Du coup, moi quand j'ai essayé, j'ai commencé en début d'année à faire du React, je cherchais comment je fais des tests unitaires. Tous les articles que j'ai vus sur Jest, c'était vraiment des retours d'expérience. Faites-le pour faire du Hello World et puis après passer à autre chose. Donc je le présente parce que c'est vraiment la solution officielle et moi je pense que ça peut répondre à des bonnes problématiques, surtout avec l'automocking. Maintenant voilà, c'est peut-être pas le truc à faire systématiquement. Parce que c'est très lent à exécuter, puisque faut penser, les composants c'est du JSX, de l'ES6. C'est exécuté d'ailleurs sans navigateur, donc il a une représentation du DOM à lui. Il moque tout. Donc en termes d'exécution, moi je suis déjà monté à des tests qui prenaient 3 secondes d'exécution parce que j'avais une bécane qui était pourrie. Du coup, ça va un peu mieux depuis la V11 qui est sortie en avril je crois. Moi j'avais fait des tests avant la V11 et effectivement ils ont fait des grosses optimisations en termes
de performance à l'exécution parce que c'était vraiment très lent. Et j'avais des gros problèmes de cache, puisque pour s'améliorer, il met tout dans un cache. Par défaut, le cache, il est dans la dépendance node module, donc pour aller le trouver, c'est bien sympa. Du coup, il faut faire de la configuration. Alors on voit pas parce que c'est trop petit, je vais le montrer après le fichier. En gros, ça c'est de la configuration pour Jest dans le package.json. Donc, c'est pareil, j'ai cherché un moyen d'avoir un fichier de conf à part, et ben, je trouvais pas. Je disais non, mais mettez ça dans le package.json. Effectivement, en JavaScript, quand on veut configurer des trucs, genre Babel, on peut le faire aussi avec Jest. Babel, on peut mettre une petite conf qui va dans le package.json parce que c'est un peu le point d'entrée universel de toute l'application gérée avec Node. Du coup, un test, c'est ça. Et là, on voit mieux. Donc déjà, comme je disais, si on fait pas la première ligne, eh ben, ce qu'on veut tester, c'est moquer. Donc, il faut faire vachement attention. Donc, il faut vraiment mettre cette première ligne de dire ne moque pas ce que je veux tester. Et ensuite, c'est un peu comme si on voulait instancier un composant React, sauf qu'on n'est pas dans un navigateur. Donc j'ai du import React, j'importe tout ce dont j'ai besoin, et donc on voit un peu la taille des signatures de fonctions des React add-ons util test. Le render into document, c'est une des plus courtes. Donc voilà, j'importe le fine render DOM machin pour faire une requête pour des vérifications des assertions. Du coup, c'est surcouche à Jasmine, donc je retrouve mon describe avec ma description et puis mon IT avec mon cas de test. Ça c'est plutôt cool quand on vient d'Angular, voilà, Jasmine on connaît. Du coup, on met notre petit composant JSX, on l'instancie dans le DOM qui est embarqué dans Jest. Ça va nous donner un composant. Et du coup, sur ce composant, donc en fait, ça va prendre le composant, ça va le rendre, et ça va faire le petit bout de HTML qui est représenté, comme ce qu'on met dans la fonction render, qu'on va pouvoir manipuler en fait. C'est pour ça que là, typiquement, c'était un produit avec un titre. Et du coup, là, je voulais vérifier que si j'instancie le produit avec rien dedans, j'ai au moins le tag, j'ai mon tag titre qui est vide en fait. Et du coup, j'utilise la fonction à rallonge du composant pour aller récupérer le tag h3 et puis je fais mon assertion standard comme on fait avec Jasmine. Donc voilà que le contenu du titre il est vide puisque le composant c'est de l'init. Donc j'ai cherché et puis je me suis dit comment on peut faire autrement parce que c'est vraiment les performances c'était pas cool. Et surtout Jest c'est spécifique à React, c'est vraiment du React pur. Du coup, je suis tombé sur des gens qui ont utilisé ces outils-là, Mocha, Chai, JSDOM. Et pour les gens qui font du JavaScript, même du Node.js, c'est ultra standard en fait. Ça. C'est pas du tout propre à React. Du coup, très simplement, Mocha c'est un test runner. Donc on peut écrire son describe et son IT. Chai c'est une librairie d'assertion, donc pour faire les fameux expect. JSDOM c'est ce qui va fournir le DOM qui évite d'avoir besoin d'un navigateur, parce que moi j'avais pas envie d'avoir un navigateur, j'aime bien avoir mon job Jenkins qui n'a pas besoin de sortir un truc. Et en bonus, je viendrai après, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'utiliser les React Add-on Test Utils, c'est Enzyme. C'est créé par Airbnb, il faut savoir qu'Airbnb c'est une des boîtes les plus avancées en termes d'usage de React, et si vous passez le plugin que je vous ai montré tout à l'heure sur la page de prod du site d'Airbnb, il y a des composants React dedans. On peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est marrant. Du coup ils ont écrit cette lib et c'est canon. Du coup, donc, comme je disais, il n'y a pas besoin de navigateur. Ça, c'est quand même cool. Pour du test unitaire, hein, bien sûr. Du coup, c'est très standard. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de faire ça avec Angular. Bon, en cherchant bien, c'est peut-être un peu difficile, mais pourquoi pas. Et donc, le shallow rendering, c'est ce que je reviendrai avec Enzyme. Enzyme, ça a vraiment été créé pour faire du shallow rendering. Et comme on est en train de faire des tests unitaires, et que si je veux tester unitairement mon composant qui contient 50 sous-composants, si je fais pas si je fais dans le mode traditionnel, soit j'utilise Jest qui va tout me moquer, soit j'utilise Mocha Chai JSDOM, mais sans enzyme, je vais devoir moquer à la main, peut-être avec un Synon, tous les sous-composants en fait, si je veux tester juste mon composant. Sinon on va avoir des dépendances et du coup on n'est plus dans des tests unitaires. Donc en fait là le test, je crois que c'est le même, hein, oui c'est le même. Déjà le nom des fonctions ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, c'est vraiment réduit. Donc j'ai mis directement Enzyme, tiens. J'ai le expect de Chai qui se comporte un peu de la même manière que celui de Jasmine, sauf que les assertions derrière elles sont beaucoup plus intelligibles. On peut vraiment faire du to be empty, to be not false, je sais pas, il y a la liste sur le site officiel, sur la doc. Du coup pareil, j'ai mon describe, j'ai mon IT, et donc là on voit avec Enzyme un appel de fonction, donc à la place du render into document de tout à l'heure, j'ai du shallow. Shallow, c'est ce qui permet de faire du shallow rendering et qui du coup fait que
Si je voulais afficher ce qui était produit dans le DOM, j'aurais mon composant avec la méthode render, et là où j'ai mis mon tag sous composant, je sais pas moi, on pourrait avoir voilà, un composant avec une bannière et un bouton dedans, et le bouton ce serait un sous-composant, et ben en fait on aurait si mon composant s'appelait mon bouton, et ben on aurait un truc mon bouton. Je vais le montrer tout à l'heure. Il y a des API qui permettent de faire du debug, typiquement comme on n'a pas de navigateur. Quand on est en train d'écrire des tests, surtout si les composants sont grands, qu'on veut les tester unitairement, quand on veut utiliser une API pour se balader dans le DOM qui est produit, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir vraiment est-ce que j'ai instancié un nœud du DOM mais il n'y a rien dedans, est-ce que j'ai rien fait du tout. Donc pour faire des finds et tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a des API qui permettent, bah là on le voit, le console.log, product.debug. En fait, la méthode debug, sur l'objet renvoyé par Shallow, ça permet vraiment de faciliter, et à l'affichage, vraiment, je sais ce qui a été rendu dans le DOM. Sachant que la variable product, contrairement à tout à l'heure, le render into document, il me renvoyait un élément du DOM. Et si on fait un debug dessus, c'est vraiment un élément natif qui est créé par n'importe quel navigateur avec l'API native. Que moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Et qui est assez compliqué. Là, c'est ce qu'on appelle un wrapper. Et ce wrapper, c'est lui qui fournit la méthode debug, c'est lui qui fournit la méthode find. Et pour la petite histoire, la méthode find, c'est la même. On peut passer des sélecteurs jQuery, feu jQuery. Je sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent jQuery. Mais la manière de passer des expressions pour faire de la sélection dedans, c'est quasiment exactement la même. Du coup, on peut facilement se balader dans le DOM, récupérer son élément qui va bien, et puis après faire des assertions. Donc je sais pas si on voyait tout à l'heure. Hop. Donc là, on voit le nom à rallonge. Et là, on voit que c'est plus court. Moi, je trouve ça plus lisible, et surtout, à coder, c'est vraiment mieux. Et surtout, c'est plus performant. Parce qu'on n'a pas rendu tout le reste, où on n'a pas moqué, on n'a pas géré de cache, choses comme ça. Donc en vrai, hop, je vais ouvrir mon autre projet. Donc j'ai fait des tests sur une implémentation de flux. Alors, pas de Redux. De flux, et puis j'ai voulu rajouter des tests pour tester les composants. Donc il y a un truc que j'ai pas dit avec Jest qui est aussi marrant, c'est que par défaut, faut que le dossier il s'appelle _ test avec un S __. Par défaut, Jest il cherche les tests uniquement là-dedans. Et pour changer ça, il faut mettre de la conf, ce qui est pas top. J'ai même pas dû le mettre là. Et déjà là j'ai mis de la conf pour, alors pas moquer des dépendances, ne serait-ce que même pas tester. De prendre en compte dans les tests, dans l'auto-mocking et tout ça, les dépendances des nodes modules, ce qui est quand même une hérésie. Je fais du test unitaire, je m'en fiche de ce qu'il y a dans notre module. Voilà, pareil, de la conf pour les fichiers JS, JSX. Encore des choses à mettre en ignore pattern pour pas que les tests claquent en erreur. Parce que si j'ai un composant qui a un import sur du CSS, Jest il sait pas faire ça. Et le fameux cache que je disais, j'ai dû le déplacer pour savoir où est-ce qu'il était et le vider éventuellement. On peut préciser le test runner qu'on veut, parce qu'il y a plusieurs versions de Jasmine, évidemment. Et du coup, pour éviter qu'il scanne tout, préciser qu'il y a un dossier. En fait, c'est vraiment usant de faire de la conf, surtout quand on voit toute la conf que c'est. Et en mission, j'ai dû passer peut-être 2-3 jours rien que là-dessus pour comprendre pourquoi mes tests ils renaient pas, quoi. Du coup, le test de tout à l'heure, faire un petit... Hop. Alors, je sais plus sur quoi j'ai bindé. Ouais, j'ai mis donc c'est test Jest. Hop. Alors je crois que j'ai mis la version, ouais, là, ça c'est la version plus avancée de Jest, ça sera peut-être pas si catastrophique que ça les performances. Peut-être ou pas. Voilà, 5 secondes, temps total 11 secondes. Ça c'est de la performance. Je sais pas dans quelle version je suis de Jest, probablement une Jessie version... Bon, je sais pas, ça c'est le Jest CLI. Je sais pas dans quelle version je suis, probablement pas la dernière. Parce que c'est vraiment très long, vous avez vu. Le test de tout à l'heure. Donc voilà, on retrouve le nmock. Oui, j'avais importé, pareil, une autre fonction avec un nom à rallonge. Voilà, je vois pas quoi dire de plus. On va passer au test d'enzyme. Donc avant de dire, ah oui, il y a quand même un truc, c'est que si, il y a de la conf quand même quand on fait du JSDOM, parce qu'il faut bien setter en fait un environnement qui ressemble à un navigateur. Donc avec les Windows, les documents, les machins.
Heureusement, sur la doc d'Enzyme, ils ont filé ce fichier-là, qui dit bah, vous voulez faire des tests avec Enzyme, avec JSDOM, bah, vous prenez ça, vous le mettez dans la conf et puis c'est réglé. Alors, je suis pas fan de prendre un truc sans regarder ce que ça fait. Si on regarde dans le détail, en fait, voilà, il crée un environnement tout simplement de ce qu'on pourrait avoir dans la console en tapant F12 dans un Chrome par exemple. Donc voilà, on peut même setter l'user agent. Et du coup, à part ça, si je regarde dans la ligne de commande, non, ça c'est Webpack, hop. Si je regarde la ligne de commande, mon script, ils sont où? Et bah du coup, c'est une ligne de commande Mocha. Je dis bah compile avec Babel, parce que pareil, hein, je suis toujours en ES6 et en JSX. Bah tu require JSDOM, et puis tous mes tests, ils sont sur ce pattern-là. Du coup, si on encapsule ça, comme je viens de le faire là, dans un package.json, on met la ligne de commande une fois, et puis c'est fini. Et puis c'est hyper facile à paramétrer, à changer éventuellement. Du coup, pourquoi elles ne sont pas là, mes assertions? Bon, bref, j'ai pas les assertions de tout à l'heure. À l'exécution, ça va plus vite normalement. Il y a toujours un temps de démarrage, de compilation, je pense, pour Babel et tout ça. Et j'ai un PC qui est pas terrible. Voilà, 20 millisecondes le test en lui-même. Parce qu'il fait pas grand chose. J'ai pas dû avoir les assertions de tout à l'heure. Hop. C'est bizarre ça. Le code là, vous pouvez le récupérer sur GitHub de SWAT. Je l'ai même pas dans mes favoris, dis donc. Hop, vous avez la première application, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Webpack. Il y a même un collègue qui a fait du React isomorphique dont on parlait tout à l'heure. Donc vous pouvez cloner, vous faites un npm install et vous pouvez jouer avec. Un truc sympa parce que on l'a pas vu dans les slides. Si on va sur la doc d'Enzyme. Ah oui, alors une enzyme en vrai, c'est de la bio. Si on va sur la doc d'Enzyme, donc c'est un guidebook. Hop, API référence. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on a tout ça comme API. C'est bien plus fourni que ce qu'il y a dans React. On peut tout faire, on peut faire donc la fonction debug, hein, la fameuse. Donc il y a des exemples de partout, voilà. Donc ça c'est un exemple ici. Il fait un shallow sur un truc, et puis là c'est ce qu'on verrait dans la console si on faisait un point debug. Et ce que je parlais tout à l'heure, c'est qu'ici ça c'est un composant React en fait. C'est ça le shallow rendering. Je teste unitairement, et même si j'ai des dépendances sur des sous-composants, c'est pas instancié, on s'en fiche. On peut même tester que mon sous-composant bookcover, il a tel paramètre, c'est tout. On peut aller très loin, on peut déclencher des simulations de clics ou autres. Vu qu'il y a un wrapper, ça fait tout. Si toutefois on veut pas faire de shallow rendering, on peut utiliser du full DOM rendering avec l'API mount. En fait, on remplace shallow par mount. Ça va instancier en vrai le composant jusqu'au bout et déclencher tous les callbacks dont je parlais au début, les composants will mount, composants did mount, did update et tout ça. Ça va être déclenché avec mount, ce qui n'est pas le cas du shallow, ce qui peut être sympa pour tester d'autres trucs. Et si on veut faire du rendu statique, encore une API, je fais un render. Donc à la place de shallow ou à la place de mount, je fais un render. Donc j'interagis juste 3 noms de fonctions. Et en fait, je couvre un panel de cas qui est assez étendu. Ouais, ce que je pouvais dire sur ça. J'ai remarqué en préparant la conférence, j'avais pas touché à React depuis un mois ou deux, et en fait même Facebook maintenant recommande d'utiliser Enzyme en fait sur leur propre page de test. React Native. Donc on a parlé de React, Redux, de test, de Webpack. On a fait un petit peu tout le panel, il ne reste plus que le mobile en natif. React Native, c'est quoi? C'est un framework pour développer des applications natives avec React. Alors, le moins important là, c'est native. On va voir pourquoi. En gros, on va réutiliser nos compétences. On va avoir un environnement qui colle beaucoup au web et on va essayer de l'appliquer au monde des applications mobiles au sens natif. On n'est jamais très loin du monde natif. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quoi? C'est pareil que Cordova PhoneGap, donc on a une espèce de wrapper, on fait un site web et puis hop, on l'envoie comme de par magie sur un package, on le déploie sur le store et puis c'est fini. Non, en l'occurrence, ça va pas du tout être le cas. Enfin, je vais pas être aussi tranché, mais en tout cas, ça va être assez différent dans l'approche. L'expérience va être native au sens où on va avoir de la perf native et on va pouvoir aussi accéder au look and feel de chaque plateforme. Vous n'êtes pas sans savoir que iOS, Android, Windows ont chacun leur thème, leur manière, on va dire, d'afficher les composants. Il y a des guidelines, il y a une expérience utilisateur
Et si on veut une application qui soit adoptée facilement par l'utilisateur, en tout cas facile à utiliser, il va falloir respecter ces guidelines au maximum. Ce qui n'est pas toujours très facile quand on fait du pur web. C'est-à-dire que refaire toutes les animations qu'on peut avoir en material design, ou même s'il y a des libres maintenant fournis par Google, ou même les animations sur iOS, c'est pas forcément toujours facile, en tout cas pour avoir de la perf, et mimer exactement au pixel près, au timing près, tout ce qui est fourni en natif. Voilà, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir réutiliser nos compétences web. On va pouvoir faire de S6, du S7, du React évidemment, du Flexbox, toute la notion de component qu'on vient de voir, et tout ça avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que développeur web. Donc ça, c'est la grande force de cette approche. Et du coup, on peut se poser la question, c'est quoi? C'est une approche plutôt en mode write once, run everywhere. C'est-à-dire qu'on va écrire du code une seule fois, on va cliquer sur un bouton, automatiquement, ça va déployer la même application sur iOS, Android, Windows ou le prochain OS. En l'occurrence, non, clairement pas. Ce que prône Facebook, c'est clairement, on apprend une seule fois pour ensuite écrire du code partout. Donc c'est vraiment une approche qui n'est pas là pour mutualiser un maximum de code. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment réutiliser nos compétences pour écrire des applications natives. Ce qui, habituellement, se faisait en Swift ou en Objective-C sur iOS et en Java sur Android. Là, on gagne quand même en mutualisation de code et surtout en compétences. Ouais, slide raté. Je l'ai fait sous Windows, je suis sur Mac, super. Normalement, il y avait une super animation, je suis vachement déçu. Du coup, on retrouve notre arbre de composants qu'on a en React avec nos petites propriétés sur nos composants et l'état qui est inhérent à chaque composant. Donc ça, on n'est pas perdu. On retrouve exactement la même classe qu'on a en React. Au niveau de déclaration d'interface graphique, pareil, on ne va pas être très dépaysé. On va toujours avoir cette notion finalement de description par du XML, très proche du HTML. On verra juste que ce n'est pas du HTML à proprement parler, puisqu'on va wrapper des composants natifs. Donc on a toujours quand même du mélange entre du JavaScript, du XML, donc on est vraiment dans un monde très React. Et comme je le disais, ça va être des composants natifs qui vont être wrappés pour les rendre disponibles en JavaScript et sous formalisme XML. On va avoir un petit paquet de bases en fait chez Facebook qui sont sympas, ils nous en donnent quelques-uns, les plus usuels. Typiquement, là, on a des composants qui sont spécifiques plateforme. Donc tab bar, ça va être une barre d'onglet, du slider, d'un date picker. Donc à chaque fois, c'est suffixé par le nom de l'OS que ça va cibler. On a la même sur Android, avec du view pager pour faire des pages sur lesquelles on peut slider avec le doigt, une toolbar pour mettre une petite barre d'action, drawer layout pour faire un master detail avec le hamburger menu. Bref, tout ça, on peut le retrouver très facilement dans React Native. Là, on est vraiment sur chaque plateforme. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mutualiser, c'est pas quelque chose qu'on va partager d'une plateforme à l'autre. L'avantage, c'est qu'il y a quand même quelques composants qui, eux, vont être mutualisables, qui vont pouvoir cibler à la fois Android, iOS et depuis pas très longtemps Windows. C'est le cas des composants un peu classiques type text input, image picker, qu'on va pouvoir du coup réutiliser d'une plateforme à l'autre. Donc c'est là où ça devient un petit peu intéressant, c'est que je vous disais, on va pas forcément être dans une approche où on va partager du code, mais si on s'y prend bien, on pourra quand même y arriver un minimum. Mais c'est pas le but, je me répète. Là, une petite comparaison. Typiquement, à gauche, on a du React Web, donc somme toute classique. Et à droite, on aura du React Native, qui, du coup, a juste une petite différence au niveau de la déclaration des composants, finalement, de lui. Où à gauche, on a des divs qui correspondent à des views plutôt en React Native, et une petite balise headline à gauche et du texte à droite. Dans l'idée, on est à peu près sur le même concept. Il faudra juste apprendre, finalement, tous ces composants qui sont fournis par Facebook et qui wrappent des composants natifs. Au niveau du layout et des styles, c'est aussi la grande force de React Native, c'est qu'on va avoir un système qui est basé sur Flexbox. Pareil, on va utiliser nos compétences web. J'espère que maintenant tout le monde fait du Flexbox, j'espère pour vous. C'est super facile à utiliser, il faut rentrer un petit peu dans le bain, mais une fois qu'on l'a mis en place, on n'en démord plus, on oublie tous les floats, on oublie toutes les saletés qu'on peut se taper en CSS, et on fait quelque chose d'un peu plus moderne. En l'occurrence, ce qui est cool, c'est qu'en React Native, ils ont tout un framework de layout qui est embarqué, qui est basé sur Flexbox, et qu'on va pouvoir utiliser justement pour décrire l'interface. Qui parmi vous a déjà fait du natif? iOS, Android, Windows? Qui a déjà fait de l'iOS? Qui connaît AutoLayout? Donc vous êtes content. Typiquement, AutoLayout, c'est le paradigme, c'est le principe de concevoir des interfaces pour iOS. Il faut poser des contraintes pour dire tel composant va être relatif à un autre composant avec tant d'espacement, il peut être aligné par rapport à un autre, etc. C'est assez difficile, le ticket d'entrée est assez cher, et pour mettre ça en place, en fait, pour faire une interface graphique assez flexible, adaptative, responsive, etc., on n'a pas encore, ça commence à venir, mais c'est pas encore super développé, c'est surtout compliqué. Là, on a du Flexbox, on utilise les compétences qu'on a pour du web, en l'occurrence en CSS, on va pouvoir les appliquer à React Native. Il y a toujours un débat sur React entre les styles inline, les styles forme CSS avec votre préprocesseur, peu importe. En l'occurrence, sur React Native, c'est beaucoup poussé avec des styles
qui sont directement collés à vos composants, donc vraiment en inline, comme je l'ai écrit là en fait, avec on crée finalement notre style sheet. Là, voilà, on reprend vraiment comment dire, le vocabulaire, je vais y arriver, qu'on a en CSS, et on va l'appliquer directement à nos composants qui sont natifs cette fois. On n'est pas dépaysé, encore une fois. Tout ça en Flexbox, c'est cool. Niveau environnement de dev, j'ai peut-être pas assez insisté, mais on a la plupart des outils qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que développeur web. Donc typiquement, on a du npm install dans tous les sens, on va avoir un petit CLI, on va pouvoir faire du coup du scaffolding pour gérer des projets, je vais vous montrer tout à l'heure. On a du hot reload, et ça c'est cool. Donc pour moi, les deux gros avantages de React Native, clairement, c'est Flexbox par rapport à l'approche native qui est souvent un petit peu laborieuse, surtout sur iOS, c'est vrai. Et le hot reload, c'est-à-dire que là, on va avoir une expérience où on va modifier du code et sans relancer l'application, ce qui est une action un petit peu longue et lourde, même s'il y a beaucoup d'améliorations aujourd'hui, notamment côté Android pour faire de l'instant build, instant deploy, en tout cas quelque chose qui ressemble énormément au hot reload. Là, on l'a comme on l'a en mode web finalement. On peut mettre nos émulateurs à côté, on fait juste notre sauvegarde et boum, automatiquement on a la modification qui est dispo. Ça c'est top. On peut débugger, on peut évidemment raccrocher les wagons avec un debugger Chrome. Et un autre avantage qui est pas forcément très simple à implémenter, mais qui est très intéressant, on va avoir la possibilité de mettre à jour le code sans passer par le store. Je rappelle, là, on a du code JS, je vais l'expliquer un tout petit peu après, qui va être exécuté, qui va du coup faire le pont avec toutes les API natives pour générer des interfaces graphiques, appeler des API, etc. etc. L'avantage, c'est que ce JS, on va pouvoir le déployer à partir de solutions. Par exemple, il y a trois principales que je connais, c'est AppUp, CodePush et Exponent, qui permettent typiquement de déployer un espèce de bundle directement vers votre application pour la mettre à jour sans passer par le store. Gros avantage, c'est que du coup, on n'a pas à passer par le process de certification, qui peut prendre plus ou moins de temps, surtout côté Apple, même s'il a été énormément réduit maintenant. Et là, on peut vraiment fournir des mises à jour relativement simples. C'est-à-dire que dès que vous modifiez des ressources, évidemment, il faudra redéployer un package, typiquement tout ce qui est image, tout ce qui est CSS, etc. Enfin, en l'occurrence, il n'y aura pas forcément de CSS, mais si vous avez quelque chose d'un petit peu, qui est inhérent au package et qui doit être installé dans le même répertoire que le package, le plus simple qu'on peut visualiser, c'est vraiment les assets. Là, vous serez obligé évidemment de déployer par le store. Autrement, c'est juste du JavaScript, raisonnablement, vous pourrez mettre à jour directement votre application. Il y avait une question. C'est, pardon? C'est légal, en tout cas, c'est toléré par les stores. Après, évidemment, si tu publies une application, on va dire, qui montre Hello Kitty, qui se transforme en application, on va dire, plus érotique quelques jours plus tard, ça va se voir. Potentiellement, ça va se voir, et là, tu vas enfreindre le contrat de chaque store, en fait, et potentiellement, tu vas te faire dépublier, ce qui n'est pas forcément ton avantage, en fait. Donc, il y a une certaine confiance, il ne faut pas trop en abuser. Raisonnablement, c'est accepté. Aujourd'hui, c'est accepté. Code push, pour l'anecdote, c'est un produit Microsoft. Donc, typiquement sur la plateforme Microsoft, normalement, il devrait l'accepter, quoi. Apple et Google ne tolèrent largement. En tout cas, il n'y a pas de souci. Enfin, personnellement, j'ai regardé un petit peu sur les forums, tout ça, pour voir s'il y avait des problèmes par rapport à ça. Tant qu'on reste évidemment raisonnable, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec des applications Cordova, c'est pareil, ça a toujours été plus ou moins toléré, tant qu'on n'en abuse pas. Du coup, on a un interfaçage avec la couche native. Alors pareil, il y a des API qui sont wrappées, qui sont fournies. Si elles ne sont pas disponibles, au même titre que les composants qui wrappent des composants natifs, il va falloir les faire à la main. Donc là, malheureusement, on va dire malheureusement et heureusement, soit on les fait à la main, soit on a de la chance, c'est la communauté qui l'a fait pour nous. L'avantage, c'est que derrière, on a une communauté de pas mal de monde, avec toute la communauté React qui s'intéresse à React Native. Donc ça, c'est plutôt cool. Sous le capot, c'est du JavaScript Core sur iOS, du V8 sur Android. Il me semble que c'est du Chakra Core sur Windows, j'ai un petit doute. Et tout le code JS va être exécuté sur un thread en background. C'est un gros avantage, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas bloquer le thread 8 pendant l'exécution de votre code JS. Par contre, ça pose d'autres problèmes en termes de performance, typiquement dans des expériences de scrolling. Si vous vous abonnez aux événements de type scrolling, en fait, on est obligé de faire des allers-retours entre le thread 8 et le thread background. Potentiellement, pour catcher ce genre d'événement, là, c'est aujourd'hui la grosse problématique qu'essaie de résoudre Facebook. Et c'est un des gros défauts aujourd'hui. C'est en cours de résolution, on espère qu'ils résoudront assez rapidement. C'est un exemple. Du coup, on peut faire, comme je vous disais, on peut créer des ponts avec des modules natifs.
que ce soit en termes de contrôle graphique, en termes d'API, ou même complètement étendre tout ça. Là, encore une fois, la communauté aide énormément, à la mesure où si vous allez sur GitHub, vous tapez React Native. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est suffixé en général par awesome, ou préfixé. Typiquement, React Native awesome, vous cherchez ça sur GitHub. En général, vous avez une liste de liens avec tout plein de listes de contrôles, de composants qui ont été faits par la communauté et qui sont directement filtrés pour vous. Ça, c'est top. Je vous montrerai aussi avec l'IDE Deco qui permet de faire exactement cette recherche de filtre sur GitHub, mais directement intégré dans un IDE, un petit éditeur sympa. On va évidemment pouvoir partager du code métier, c'est la principale force, c'est que là je vous disais au niveau de l'interface graphique, il va falloir quand même opérer un petit peu par OS pour s'adapter à chaque particularité de chaque OS. Après raisonnablement, derrière c'est du JS, donc tous vos appels asynchrone pour récupérer des données, toute votre logique applicative, tout ce qui est état de l'application, c'est quelque chose que vous pourrez du coup réutiliser d'une plateforme à l'autre. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on peut réutiliser on va dire, tous nos composants type reducer, state action, etc., qu'on aurait utilisé sur un projet web. Mais potentiellement, si on réfléchit bien à l'architecture à l'avance, etc., c'est des choses qu'on peut faire. Pareil, il y a pas mal d'articles sur le web qui en parlent. Personnellement, je suis plutôt dans l'approche vraiment splitter les deux mondes, parce que c'est deux mondes qui sont assez différents, surtout quand on commence à avoir des API un peu spécifiques plateforme. Ça peut complexifier un petit peu l'architecture d'application. Est-ce qu'il y a besoin de préciser que c'est une grande communauté? Donc il y a 34 000 stars, je l'ai flagué hier soir, bientôt 34, c'est assez énorme, à peu près du niveau de React, si je ne dis pas de bêtises. Donc clairement, il y a du monde derrière, c'est ce qui fait la force aussi du framework. C'est pas très vieux en fait, c'est pas très vieux, voire pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sorti raisonnablement, la première version, 0.1 avec le support uniquement d'iOS, c'est sorti en mars 2015. On est en juin 2016. Ça date, c'est vraiment tout récent. Et septembre 2015, support d'Android. Dans la version, c'est la 0.28, qui est sortie il y a 2-3 jours. Il y a un rythme d'à peu près d'update à peu près toutes les 2 à 4 semaines. Voire toutes les semaines des fois. Enfin, ça c'est plutôt cool, c'est que ça bouge énormément, il y a pas mal de bug fixes. Après la gestion des bug fixes c'est un peu particulier, c'est-à-dire que si vous allez sur le GitHub, vous allez sur l'onglet Issues, vous allez voir qu'il y a tout un système de bots en fait, qui répond automatiquement à vos issues, parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de traiter tous les issues. Donc en fait ils vont plutôt faire déléguer ça à un système un peu comme User Voice. Vous allez voter en fait pour vos, je sais plus comment ils appellent ça, des code pain, quelque chose comme ça. Ou en gros par l'effet de communauté, où plus vous votez pour un problème ou une feature que vous demandez, plus elle arrivera en haut et plus elle sera traitée rapidement. C'est pas délirant comme approche et ça permet en tout cas d'avancer. Alt blabla, une petite démo rapide. Alors je vais faire très simple pour essayer de faire le plus rapide possible. Tac. Alors j'ai une petite appli ici. Là concrètement, je vous montre. Je vais vous montrer là. Donc on a un petit CLI React Native. On voit il n'y a pas de 10 000 commandes. Eh bien, il est là. Donc on peut faire du bundle, on peut faire du new library. Ce qu'on utilise le plus, ça va être, je le vois pas. Ok, il n'est pas marqué. Le init, pour faire du scaffolding et créer un projet from scratch. Donc c'est ce que j'ai fait là. Là, foncièrement, j'essaie de modifier le moins de choses possible. Vous verrez, c'est vraiment ce qui est généré par défaut. On peut faire du run Android ici, pour lancer sur un émulateur Android qui est connecté. Donc il faut préalablement lancer l'émulateur, le connecter avec ADB, et là vous pourrez déployer sur le device, sur un device ou un simulateur. Run iOS, lui pour le coup il va lancer le simulateur tout seul. Encore une fois il y a des différences entre les demandes. On peut créer des librairies pour linker, wrapper des API, wrapper des contrôles, etc. Oui, une question? Si, on va le voir en fait ici. Là, donc ça c'est ce que ça m'a généré. J'ai juste rajouté un fichier ici qui est hello, juste pour montrer une petite démo rapide. Ici on voit, j'ai un projet iOS, alors je vais peut-être le montrer, ce sera plus simple. Où est-ce que je suis? Dans quelle étagère? Je suis là. Là vous voyez en fait il y a deux répertoires, un répertoire Android. Ici c'est on voit les fichiers Gradle, etc. Donc là on est vraiment dans un projet qu'on aurait pu créer directement dans Android Studio. C'est une possibilité, on peut très bien prendre un projet Android Studio et le modifier à la main, ça va être un peu laborieux, mais pour un projet existant c'est tout à fait possible. iOS pareil, là, on voit Xcode Proj, et lui en fait je peux le lancer même dans Xcode. Alors il faut installer Xcode, je ne fais pas toute la procédure d'install, tout est très bien détaillé sur le site de React Native. Là en fait on peut voir tous les wrappers, c'est pas très intéressant. Dans l'idée voilà, on voit qu'ici typiquement on va écouter un debug sur un petit localhost, donc ça c'est pour, il va wrapper sur les WebSockets pour faire du hot reload et du coup il va communiquer en local pour essayer de faire les modifications du mieux qu'il peut. On peut typiquement ici faire un run, alors je vais pas le faire là, parce que des fois ça marche pas très bien, on va éviter l'effet démo.
Et j'ai perdu le fil, mais tout va bien. Et donc ouais, donc là en fait, c'est ça, c'était la commande. Donc là, bon, rien d'autre à dire là-dessus. Donc là, on a généré finalement une solution assez simple. Où est-ce qu'il est mon point d'entrée? Alors ce que ça gère, je sais pas si tout le monde voit. Ça va, ça c'est haut. On va avoir ici 2 index. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a ici on voit des petits, on va appeler ça des attributs, .android, .iOS. Ça veut dire qu'on va pouvoir définir des fichiers qui vont être spécifiques par plateforme. Ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que index Android, index iOS, on sait que là à chaque fois on est dans le monde soit uniquement Android, soit uniquement iOS. Si on va faire une interface graphique encore une fois qui est propre à iOS, interface graphique qui est propre à Android, on va utiliser cette espèce de suffixe .android, .iOS. Ça c'est plutôt simple. Dedans j'ai quoi ouais. Dedans j'ai quoi? Donc là j'ai un import typiquement avec tous les composants que je vais vouloir utiliser au sein de, voilà, c'est mon point d'entrée de l'application en l'occurrence. Ça je vais bien le chercher dans React Native. Et là on voit, hein, j'ai une classe coucou extends component. Là je suis vraiment en mode React. Je vous cache l'import, vous savez pas que je suis en React Native. Derrière j'ai un render. Là je fais un view style égal machin chose. Bon, je vais surtout le lancer en fait pour que vous voyez un petit peu, parce que je l'ai pas lancé. Non, je l'ai pas lancé. Donc React Native, tac, on fait un run iOS. On peut mettre des paramètres, je vous passe tout ça, hein. Donc là en fait il est en train de créer, vous voyez, un petit terminal à côté. Donc c'est lui qui va servir de watch en fait, qui va faire fonctionner notre hot reload. Hop, alors j'ai pas une résolution de fou, je vais réduire un tout petit peu. C'est peut-être pas terrible, hein. Tout le monde arrive à peu près à lire. C'est pas terrible non plus, on va le laisser finalement, c'était pas trop mal comme ça. Je sais pas si on voit le bas. Bon, ça va le faire. Alors je sais pas si vous avez à lire, ça c'est vraiment le truc par défaut, hein. On voit ici qu'on a un commande R sur Mac pour reload la page et commande D pour afficher un petit menu de développement. Là je l'avais déjà activé, non je l'ai pas activé. Donc je vais désactiver en fait le live reload et je vais plutôt activer le hot reload. Ce sera un peu plus sympa dans l'expérience. Donc là il reboot une fois. Là on voit à gauche en fait il est en train de faire son petit bundle, tout transformer. Ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que le hot reload est assez apprécié. Et voilà, on récupère notre application. Il y a pas mal de menus, je vous montre très rapidement. Debug.js remotely, donc ça c'est pour activer, pour aider à activer finalement le debugger Chrome. C'est sympa, ils ont pensé à nous. On peut faire du systrace, alors ça je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça active les traces iOS en fait, qui sont purement natives, qu'on peut se connecter avec une console par exemple iOS, ou voir avec Xcode. Je vais stopper, ça sert à rien pour l'instant. On peut faire un inspector, alors ça c'est assez cool. Il est où? C'est assez cool. En fait, on peut taper sur n'importe quel élément ici, vous voyez, récupérer les propriétés avec l'arborescence. Un peu comme on a l'habitude hein, avec l'inspecteur sur les DevTools. Ça, c'est cool. Hop, je vais le cacher. Et on a le Perf Monitor, pareil, qui permet de voir concrètement à combien de FPS on tourne, la mémoire qui est utilisée, le nombre de vues qui sont affichées actuellement, etc., etc. Donc des petits outils qui payent pas de mine, mais qui sont quand même présents et qui font plaisir, concrètement. On va faire pareil pour Android rapidement. Donc, vous l'aurez compris, run-iOS, run-Android. C'est pas très compliqué. Bon, je vais le laisser se déployer. Yes, no. Ce que j'ai fait là, donc là, on va ignorer le reste, c'est pas très intéressant. J'ai créé un petit composant très rapide qui fait quoi? Qui fait en fait le rendu d'un texte qui est passé ici dans les propriétés. En l'occurrence, dans la propriété name. Donc lui, en fait, je vais essayer d'intégrer, mettons, sur iOS, parce que c'est un peu plus rapide. Donc je vais juste faire un import ici de hello, from mon coucou. Et je vais essayer de le mettre ici. Je l'appelle hello, name égale, je sais pas, on va dire soit. Et là, normalement, j'ai fait un refresh. Et ça marche pas. Alors. Donc ce qui est cool, c'est que... Qu'est-ce qui pose problème? Je suis allé trop vite. Je l'ai perdu. Ah. Ah non, j'ai perdu le watch. What? Non, il est là. Care Watchman. Ah. Non, en fait, je sais pas. Ah, j'ai perdu le watch en fait. Alors ça, c'est le truc pénible, c'est que je suis obligé de le relancer. Ah, en fait, il va le réutiliser, donc il y aura le même problème. C'est ça. Alors c'est mon import qui est mauvais. J'ai pas écrit grand chose quand même. Tac. Bah si, c'était ça. J'écris une ligne, je fais une faute. Oh non, c'est pas coucou, c'est hello. Vous avez rien suivi en fait. Non plus.
On va faire un reload juste pour voir si ça s'affiche. Ça s'affiche toujours pas. Je l'ai pas mis. Bah oui, bien sûr. C'est un test encore une fois. C'est bon, maintenant vous suivez, on peut y aller. On va mettre SWAT. Tac, tac. Coucou SWAT. J'ai juste fait pomme S. Allez, vous me croyez pas, je vous mets un petit texte. Hey. Raté. Alors, là ça s'affiche pas. CTRL S. Hey. C'est assez rapide. Évidemment, on peut avoir la même sur Android. Mais je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Concrètement, ça va pas être très utile. Là, ce qu'on va noter en fait, par contre, c'est que j'ai un composant qui utilise texte. Texte, c'est agnostique de la plateforme. Donc là, concrètement, j'ai un composant que je peux partager sur toutes les plateformes. Donc si je le rajoute côté Android, je peux très bien le réutiliser sans problème. Si évidemment ici je fais appel à un objet par contre qui est spécifique iOS ou spécifique Android, je ne pourrais pas le réutiliser ailleurs. Donc là, on a un petit exemple quand même de réutilisation. Et puis on a une style sheet ici derrière. Bon, rien de très très notable. Ouais. Alors ouais, je voulais vous montrer rapidement. Donc React Native, c'est assez... Ah si, il m'avait lancé la trace là, d'accord. React Native, c'est assez récent et pour autant, il y a pas mal d'applications en fait qui tournent en React Native. Donc vous avez un showcase sur le site officiel de React Native. Pour vous donner une petite idée, il y a Facebook Group, qui est un peu la proue du navire, enfin pour montrer un petit peu les possibilités de React Native. Historiquement, c'est la première application qui a été développée en React Native. Vous avez l'application dernier F8, pareil, qui a été faite en React Native. Discord, pour les gamers dans la salle. React Native quand même, pas mal. Exponent, enfin il y en a pas mal. Pas forcément des trucs super connus, mais en tout cas, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller jeter un petit coup d'œil. Pour la plupart, ça rend pas mal. Ça rend plutôt pas mal. On va revenir sur les slides. Tac. Eh, du premier coup, on s'améliore. Excellent. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, on a des applications qui sont pas trop moches, hein. Vous voyez, on a du blur effect à gauche sur iOS pour rentrer un petit peu dans le thème de l'OS. On a des petites images qui sont croppées en fait sous forme d'ellipse, hein. C'est pas forcément, c'est anodin comme ça, mais on est en natif encore une fois. Voilà, donc des interfaces avec même des graphiques. Donc il y a des composants qui ont été wrappés pour faire des graphiques. C'est plutôt sympa. Tout ça c'est cool, vous trouvez pas? C'est cool, mais alors, on va commencer par c'est cool. Donc du coup, c'est une techno qui cible avant tout des performances et une expérience native. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on sort un petit peu du schéma web, de la critique un peu connue, hein. C'est que le web c'est lent, le web c'est pas performant, l'appli mobile, faut que ce soit rapide, faut que ce soit véloce, faut pas qu'il y ait de fioritures, faut que l'animation soit fluide, faut que ce soit surtout ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme, dans toutes les autres applications, faut que ce soit homogène. Donc là, on respecte l'expérience utilisateur. L'avantage, c'est qu'on le fait avec les techniques du web qu'on a l'habitude d'utiliser. On le fait en plus avec des outils qui sont assez modernes, hein, Flexbox, ES6, ES7. C'est open source, c'est gratuit. Ça, c'est pas mal en termes d'arguments. Attention, par contre, il n'y a pas de support, donc c'est comme React. C'est toujours le même problème, concrètement, c'est qu'il y a certaines boîtes qui veulent avoir du support entreprise. En l'occurrence, on reste quand même sur le monde d'open source gratuit, avec un support finalement assez limité. Donc c'est peut-être le petit bémol. Bon, on va rester sur l'expérience cool. Hot Reload, ça c'est top. Clairement, on l'a vu, hein, une petite savoir. Alors, ça marche pas toujours. Des fois, il faut relancer parce que le watcher s'y perd un petit peu. Mais ça arrive de moins en moins quand même. On a une grosse communauté qui vont faire tous les wrappings de contrôle et d'API pour vous. Parce que si vous essayez de le faire, du coup, vous faites soit du Swift, soit de Objective-C, soit du Java. Donc là, on perd un petit peu au change, malheureusement. Heureusement, il y a une grosse communauté pour ça. Et surtout, on va pouvoir partager du code entre les plateformes. Ce qui n'est pas possible de base quand on développe nativement. Alors, tout n'est pas rose. Donc en moins cool, c'est ce que je viens de dire en fait. Le wrapping de contrôle à la main, donc tous ne sont pas disponibles. La grande majorité l'est, mais tous ne sont pas disponibles. Donc si vous avez besoin, alors je n'ai pas de tête, mais il me semble qu'il y avait quelques composants quand même qui n'étaient pas encore wrappés. Enfin tout ce qui va être nouveau de toute façon, qui va sortir avec les nouveaux SDK typiquement ne seront pas wrappés immédiatement, donc il y aura toujours une petite latence, ça sera toujours un petit peu derrière. Taille des packages, c'est assez raisonnable, on gagne, ça rajoute 2 mégas concrètement. Tout le moteur, tout est libre, etc. Minimum 2 mégas. Ce qui est assez anecdotique. Pour ceux qui connaissent Xamarin, par exemple, on va rajouter entre 3 et 18 mégas, selon les cas. Après, c'est pas quelque chose qui pèse dans le sens où maintenant on télécharge des applications qui font 40 mégas minimum avec toutes les images, etc. Ça pèse tellement lourd que ça passe crème. Il y a, comme je vous disais, par rapport à l'expérience, par rapport aux sortes de background thread qui arrivent pas très bien à synchroniser finalement avec le thread UI quand il y a beaucoup d'événements qui défilent.
Ça a un impact aussi sur les listes, potentiellement même sur les principes de recyclage dans les listes. Alors j'ai pas regardé depuis s'ils avaient réussi à implémenter du recyclage au sens de la virtualisation des données dans les listes. Ça c'est juste le b.a.-ba en fait quand on fait du mobile sur les contrôles graphiques. Si on fait pas de recyclage, enfin vous connaissez, hein, c'est comme avec le DOM, si on commence à rajouter beaucoup de nœuds et que tout est affiché en même temps, ça commence à peser lourd en mémoire et avoir un impact sur la performance. Donc il y a des optimisations qu'on a l'habitude d'utiliser en mobile qui sont pas forcément toutes présentes avec React Native malheureusement. Mais pareil, c'est quelque chose qui est en train d'être adressé. La doc est pas folle. Autant React, elle est plutôt bien maintenue, autant React Native, il y a toujours un petit peu de latence. Ça tend à s'améliorer. C'est un bon début, mais c'est pas le top du top, quoi. Donc, on peut mieux faire. Petit bémol. On se pose toujours la question de la mise à jour par rapport aux sorties des SDK natives. J'ai pas regardé typiquement là si on avait le support d'Android N et iOS 10, qui sont les deux sorties, enfin l'un qui a été release il n'y a pas longtemps et l'autre qui est en preview. C'est un peu la question finalement, c'est que est-ce que React Native va réussir à suivre le rythme de sortie des nouveaux SDK? Sachant qu'encore une fois, ils ne font pas d'argent particulièrement dessus, donc enfin Facebook, si ce n'est en l'utilisant pour leurs applications. Donc, pareil, c'est un peu la question. Et se pose la question du learn once, write everywhere. Est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que réellement on arrive à tout faire uniquement avec nos compétences de développeur web? Comme je vous disais, vu dès qu'on doit avoir accès à une API un peu spécifique, ou par exemple un client va vous dire tiens, j'aimerais bien intégrer une librairie là, Crashlytics ou un truc un petit peu obscur que personne n'a bindé pour vous, il va falloir le faire. Et là, du coup, c'est un boulot supplémentaire qui est assez conséquent et pas forcément simple de prime abord. Et enfin, c'est une couche d'abstraction. Certains vous diront que dès qu'il y a une couche d'abstraction, potentiellement, tôt ou tard, ça va leaker. C'est un truc qui va fuir dans tous les sens et vous aurez des problèmes. J'adhère plutôt à cette vision, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser comme il est présenté, il ne faut pas essayer de le tordre dans tous les sens, il ne faut pas se dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc si vous avez un client en face, il faut essayer de lui expliquer que finalement c'est un outil qui fait beaucoup de choses, qui potentiellement peut faire la même chose que du natif, mais dans la pratique il y a des zones d'ombre, on va dire, des zones un petit peu plus difficiles à adresser. On ne peut pas forcément tout faire à l'identique. À minima, il y a toujours un petit overhead, on a une surcouche, hein, on l'a vu, avec un background thread qui communique avec le thread UI en natif via des couches natives, certes, mais il y a toujours un petit peu de latence, il y a toujours une surcouche, ça fait effet boîte noire. Le jour où vous avez un problème qui est bloquant, potentiellement il ne sera pas adressé tout de suite, et là vous allez rester bloqué potentiellement indéfiniment. C'est le jeu m'a pas vu 7, j'ai envie de dire. En tout cas, ça reste un des avantages. Pour aller plus loin, je vous le disais tout à l'heure, en fait j'avais oublié que j'avais mis le lien, donc le GitHub officiel évidemment, avec le site en lien dedans pour avoir les petits éléments de doc qui sont plus ou moins à jour. Awesome React Native, donc pour la liste de tous les composants. Introducing React Native Building Apps JavaScript, donc ça c'est un petit lien sur Ray Weinerlich qui est assez sympa, assez introductif, qui commence à dater, hein. Il date de l'année dernière, minima, il prend des concepts qui sont plutôt universels, c'est assez sympa. Et je me rends compte que j'ai juste oublié de vous montrer un petit truc, ça va être le One More Thing, très rapidement parce que je sens que vous avez tous faim. C'est un petit IDE qui s'appelle Deco. Tout le monde voit, yes. Donc je vais créer Deco IDE. Donc en fait c'est un IDE qui est spécialisé pour React Native, qui est en preview, qui est gratuit, qui restera gratuit, a fortiori, qui a priori dans son modèle de développement va... Ah ça va être pénible ça. Ah ouais, ça va être pénible ça. Qui dans son modèle de développement devrait juste peut-être rajouter des petits plugins, des petits add-ins payants plus tard, mais à minima ça reste gratuit. Alors j'ai juste un petit souci, c'est qu'en fait je peux pas accéder au code. C'est génial. Donc on récupère notre projet classique. Alors à noter que par contre... Ah, oh, pas mal. Effet artistique. Si, pourtant je suis bien. Il veut... Voilà, reviens ici toi. Il m'a coupé la vidéo du coup. C'est pas grave. C'est bon? Donc là en fait, ce qui est cool, c'est que là on a une expérience. Alors aujourd'hui, il supporte essentiellement iOS. Là, typiquement, si vous prenez le template, que vous essayez de le lancer sur l'émulateur avec la ligne de commande que je vous ai montré, React Native Run Android, j'ai pas réussi à le faire marcher. J'ai passé 4 heures, j'ai pas réussi. J'aurais adoré vous le montrer, mais on peut pas. Enfin, ça marche pas. J'étais sur quoi comme émulateur? iPhone 6, on va le relancer. Là, j'ai juste à cliquer, en gros, vous voyez, liste déroulante, je clique sur le simulateur. Alors, c'est pas génial si je le garde comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est... Il est là. On va se le mettre sur le même bureau. Pour l'instant, ça se passe pas très bien, mais ça va arriver, j'ai confiance. J'ai toujours confiance.
un peu moins confiance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, peut-être. Peut-être. En effet. J'ai pas trop aimé. Alors, je suis en train de me dire que c'est peut-être parce que j'ai simplement pas sauvegardé le projet. En fait, par défaut, quand vous créez un projet, il vous le sauvegarde pas. On va se le mettre peu importe ici. Poète. Je vais inspirer ce sort. Donc là, il va le sauvegarder. Non, c'est marrant parce qu'il me le met toujours en bleu, donc ça veut dire qu'il est toujours en train d'essayer de le lancer. Ah! Et voilà, magique. J'allais juste le sauvegarder. Là, il vient de me le lancer. Ce qui est cool en fait, c'est si je fais ça, que je viens dans le projet iOS, que je fais... Oups, c'est bien compliqué. Donc, juste parenthèse, à gauche, vous voyez tous les composants, hein, ce que je vous disais. Il va aller par ses GitHub, à la recherche de petits mots-clés. En fait, il va wrapper tous ces composants qui sont sur GitHub. Potentiellement, alors je sais plus trop comment ça fonctionne, mais il me semble qu'il fait un clone en local, qu'il compile, qu'il récupère le composant, qu'il référence dans votre projet, il rajoute en tant que node module, parce que c'est des trucs qui potentiellement ne sont pas sur NPM, et boum, il vous le rajoute dans votre projet. Alors c'est pas forcément le cas de tous, mais à l'époque, vous voyez, il y a pas mal de petits contrôles. Alors là j'ai des bêtises parce que c'est juste les composants de base qui sont déjà fournis. Non, Lightbox c'est pas le cas. Hein. Et en fait il y a juste à faire du drag and drop. Alors celui-là c'est pas le mieux. C'est super compliqué avec un petit écran qu'un habitué à Retina. Surtout que je peux pas le virer. Ah si, je peux cliquer là. Ouais. Donc là en fait j'ai mon code de tout à l'heure. Je fais drag and drop, pim pam boum, hop, et automatiquement lui il va me rajouter une image. Et là vous voyez ces petites propriétés là qu'il m'a mis. Donc normalement je peux le faire sur n'importe quoi quasiment. Alors je vais le faire plutôt sur le style, ici. Je fais un Alt-clic. Vous voyez, quand je fais Alt, il y a tout qui se met en souligné. Et regardez le panneau à droite, magie, quand je clique, il se rajoute à droite. Là, c'est le background de l'application. Et là, effet démo, pas effet démo, effet démo. Je vais me prendre une couleur plus prononcée, peut-être. Ben non, c'est en live. Je vais sauvegarder quand même, dans le doute. Ok, cool. Cool. On est bien. On n'est pas bien. C'est un preview. Hein. Je vais faire un reload, dans le doute. C'est un preview. Vous voyez ici, les simulateurs, c'est que iOS pour l'instant. À terme, ils veulent faire du Android, évidemment. Ok, on va la refaire. Comment? C'est une excellente remarque. Comme je l'ai activé tout à l'heure, j'ai... Voilà. Ça marche trop bien en fait. Ah, on va laisser cette couleur. Donc en fait, on peut le faire à peu près partout, ça c'est cool. Ici, le contain, on peut faire du stretch. Vous voyez le petit hot reload en haut qui s'affiche. Ça n'a rien changé, hein, mais cover, ça va le mettre sous forme de carré normalement. C'est sorti quand? De quoi? Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je dirais il y a un mois environ. C'est assez récent, hein, vraiment. Android, ils sont en train d'y travailler. Il y a 20 jours à peu près, ils avaient déjà un début de support, mais ils ne voulaient pas encore leur release en preview. À minima, là, en tout cas, c'est gratuit, c'est plutôt cool. Attention, par contre, ils se basent sur des libs, je ne me rappelle plus trop. Là, par exemple, ce que ça génère en fait comme template, c'est leur template à eux. Là, on est sur du React Native 0.22. Je rappelle, on est en 0.28 aujourd'hui. On peut le modifier, après, c'est assez risqué péril. Potentiellement, il va mal faire le pont. Enfin, la modification de valeur. Je trouve que c'est pas encore idéal dans l'expérience, c'est-à-dire que là on est vraiment obligé de faire Alt à chaque fois sur les valeurs qu'on veut modifier. Et après on y a accès, effectivement ça crée un espèce de pont. Je pense que si on met beaucoup de valeurs dans l'onglet Properties, au bout d'un moment il va commencer à perdre des pinceaux, potentiellement. Surtout quand on va naviguer sur des pages qui du coup sont plus affichées, vont peut-être être supprimées en fait de la mémoire, etc. À minima c'est plutôt cool. C'est même très cool. En fait, l'intégration des components, il y a un petit peu d'autocomplétion. Bon, l'idée en lui-même, il n'est pas encore foufou, mais voilà, il y a le minimum. Et c'est plutôt sympa. Ça mérite d'exister en tout cas. Il y a une autre IDE aussi qui est développée par Facebook, qui est basée sur Atom, qui est Nucleid, si je dis pas de bêtises, qui j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Voilà, donc si un jour quelqu'un y arrive, félicitations. Moi en tout cas, c'est une catastrophe. Peut-être que quand ça marche c'est génial, mais en tout cas je pourrais pas témoigner. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.